Bonsoir, merci d'être là. Donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Iñaki García de Cortázar Atauri. Je ne vais pas aussi vite que lui, qui est espagnol, vu son nom. Et donc, Iñaki, aujourd'hui, est directeur de l'unité de service qui s'appelle Agroclim, une unité de l'INRAE. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'INRAE, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors, Iñaki est ingénieur agronome de formation. Il a fait sa thèse à l'INRAE, dans le laboratoire qu'il dirige aujourd'hui, sur la modélisation de la vigne et plus spécifiquement sur sa réponse au changement climatique. Il est aujourd'hui une personne source de référence pour tout ce qui concerne ces liens entre changement climatique et vigne, puisqu'il a aussi contribué à et piloté de nombreux projets de recherche au niveau national et européen sur ce sujet. Et il a aussi beaucoup publié sur le sujet. Ensuite, il a effectué plusieurs post-doctorats, dont un à la Commission européenne en Italie, où il s'est intéressé à la prévision des rendements à l'échelle européenne. Les mots-clés, là j'ai repris un petit peu ce que tu avais mis, les mots-clés qui le caractérisent aujourd'hui sont réseau agroclimatique, il vous dira peut-être un peu ce que c'est, indicateur, phénologie dont il va parler aujourd'hui, et STIX, qui est le modèle agronomique développé par l'INRAE, auquel il a contribué et qu'il continue de développer. Alors ces travaux de recherche portent plus spécifiquement sur l'évaluation, via des modèles et des indicateurs, des impacts du changement climatique sur le fonctionnement des agroécosystèmes. Il coordonne le réseau national Tempo, je pense qu'il va en parler tout à l'heure, sur la phénologie. Alors il est de plus en plus présent aussi sur les médias maintenant, et notamment pour commenter finalement les observations, et vous verrez pourquoi on peut commenter les observations via la phénologie, les observations un peu en temps réel du changement climatique sur le vivant. Et en 2023, l'unité qu'il dirige s'est vue décerner les lauriers INRAE, c'est-à-dire un prix collectif qui récompense l'impact d'un groupe de recherche. Cette unité s'intéresse en effet à des questions d'importance comme quelles cultures vont souffrir de la sécheresse cette année ou est-ce qu'on pourra encore produire de la vigne dans le Ventoux dans 50 ans, ça c'est important pour toi. Et donc l'unité fournit, développe des outils, des données pour commencer à répondre à ces questions-là. Donc aujourd'hui, Iñaki va nous parler de la phénologie, une science citoyenne du vivant. Et je voulais rappeler pour les étudiants du diplôme universitaire Agir pour le climat que cette conférence fait partie du module observation et qu'on aimerait à l'issue de ce module, peut-être pas cette année, mettre en place des jeux d'observation sur le terrain pour mesurer et quantifier finalement cette temporalité du vivant. Voilà, Iñaki, je te laisse la parole. Alors, merci d'être là. Ouais. Merci beaucoup Nathalie de cette présentation et de cette introduction. Je ne vais pas répéter mon prénom ni mon nom, c'est très long. Et, en tout cas, enchanté d'être avec vous pour une séquence autour de la phénologie. Et je vais vous proposer de faire une présentation en 3 temps, comme ça on va pouvoir avoir un peu un échange avec tous ensemble. Moi, j'aimerais bien, si vous avez des questions, que je puisse interagir avec vous. Donc, on va discuter d'abord un peu de qu'est-ce que c'est la phénologie. C'est une question que je vais vous poser de suite. Et comment on l'observe, quels sont les observateurs qu'on a aujourd'hui en France, qu'est-ce que l'on connaît, parce que finalement, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier encore, même si on travaille depuis longtemps. Et aussi, comment elle est en train de se modifier et comment elle pourrait se modifier à l'avenir, comment ça va changer avec les changements climatiques et quelles sont les stratégies qu'on est en train de mettre en place pour s'adapter, mais aussi pour essayer d'atténuer les effets du changement climatique sur certains agroécosystèmes. Donc, ma première question, comme je viens de dire, c'est quoi la phénologie? Est-ce que quelqu'un sait ce qui est la phénologie? Si vous ne le savez pas, je suis admiratif, parce que vraiment, on va passer 2 heures à parler d'un sujet dont vous ne connaissez pas grand-chose pour l'instant, même si après le diapo, vous allez comprendre que vous connaissez beaucoup de choses. C'est quoi la phénologie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Ah non, il ne faut pas taper, il ne faut pas regarder sur l'ordinateur. Vous ne regardez pas sur ChatGPT. C'est triché, je vous demande comme ça, qu'est-ce que pour vous, ça évoque quoi? Oui? Attends, Gabriel. La phénologie peut être expliquée comme étant une science qui étudie le cycle de vie d'une plante, c'est-à-dire que
Dans la phénologie, on a toutes les étapes. Cours, Gabriel, cours. Dans la phénologie, c'est une science qui étudie les cycles, les différentes étapes de développement ou le cycle d'une plante. Voilà, c'est bien ça. Donc, c'est quoi la phénologie? La phénologie est l'étude de l'occurrence des événements périodiques en relation avec les variations saisonnières du climat. Et en fait, là, vous avez quelques images, quelques exemples. En fait, c'est des choses que vous voyez tout le temps. Mais en fait, on ne se rend plus compte parce que ça passe tout le temps. Non, je vais revenir. Et il n'y a pas que les plantes, comme vous pouvez voir, il y a les plantes, il y a les oiseaux. On parle même parfois des phénologies, par exemple, des physiques, et tout ce qui va être la glaciation des glaciations, c'est des processus qui vont se produire chaque année. Mais là, on va s'intéresser vraiment à ce qui concerne le vivant, comment l'être vivant, comment les êtres vivants en général réagissent à ces variations du climat, à ces variations saisonnières, et en fait, comment chaque année, on les retrouve. Là, vous avez des exemples de floraison, les migrations, les apparitions des insectes, tous ces événements qui se produisent chaque année de façon fortuite et qu'on découvre parfois ou pas, on ne se rend pas compte. Et elle est très vieille, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en fait, c'est quelque chose qu'on vit avec, c'est une science que finalement tout le monde peut la pratiquer, et elle a commencé à être étudiée depuis Rome, avec Pline l'Ancien, qui était déjà en train de faire ces observations, qui disait, voilà, telle espèce démarre plutôt au printemps, telle espèce démarre plus tard au printemps ou plus tôt à la sortie de l'été. Et donc finalement, il commençait à faire ces observations. Il y a Konrad Gesnerus, qui est un naturaliste suisse, qui a commencé à faire plein de notations et qui a commencé à tracer un peu tous ces événements de façon un peu plus scientifique. Et on a quelqu'un, j'ai mis là l'arrêt de métro Sébastopol, parce que ce monsieur, en fait, il a été quelqu'un qui a, en 1735, envoyé une lettre à ses collègues de l'Académie des sciences dans laquelle il évoquait un potentiel lien entre la température et les événements de floraison qu'il observait. Et il se pose même la question si on ne pourrait pas faire une équation mathématique qui permette de modéliser ces processus. Donc, grosso modo, maintenant, Romur, quand vous allez y aller dans cette station du métro de Paris, vous allez penser que c'est potentiellement la première personne qui a imaginé un modèle de développement d'une plante par rapport à un lien avec une variable environnementale, que c'était la température. Par la suite, en France, et notamment en Belgique, on a quelqu'un, Charles Morin, qui a défini par première fois le mot phénologie. Avant, on parlait des saisons, saison du vivant, variation. Mais là, il a proposé le mot phénologie, qui vient du latin, du grec, pardon, phainein, l'étude des apparitions. Et donc, comment on l'étude, comment on la comprend, comment on va essayer de tracer ses connaissances. Et on a quelqu'un qui s'appelle Alfred Angot, qui est au IIIe Empire, si je ne me trompe pas. Et, en fait, il lui propose, Napoléon, il lui propose de créer un réseau d'observation à l'échelle nationale. Et il demande à tous les préfets, à toutes les personnes qui étaient avec des connaissances d'écriture et qui savaient lire et écrire, de noter les stades de développement des plants de plantes et des plants d'animaux à l'échelle de toutes les communes françaises pendant plusieurs années. Et ça a commencé en 1883 et ça a été porté pratiquement jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc ça nous a laissé une trace, à peu près à l'échelle de la France, des observations qui se produisaient chaque année et qui nous ont permis de comprendre comment les animaux, les cultures, les plantes et certains insectes, ils faisaient leur cycle en France, dans les différentes communes, et voir par exemple comment dans certaines régions ça allait plus vite que dans d'autres, ou comment on pouvait avoir des années plus froides ou des années plus chaudes. Dans les années 50, il y a des gens qui ont commencé déjà avec l'émergence aussi des modèles mathématiques de plus en plus construits, ils se sont commencé à se dire peut-être on pourrait faire des liens, comme il avait proposé Romur, et commencer à proposer des modèles, des équations qui permettaient de faire ces liens directs entre l'observation et aussi les variables autour de soi, notamment la température. Et donc on a eu plein des scientifiques qui ont proposé des modèles parfois très simples, parfois extrêmement compliqués, qui essayaient de représenter un stade d'une espèce, par exemple une date de floraison, voire une date de maturité, voire même des travaux que j'ai vus récemment de prédire la date de migration de certains oiseaux par rapport à des observations qu'ils avaient observées depuis plusieurs années. Et à partir des années 2000,
vraiment au début des années 2000, il y a eu un vrai changement parce que la phénologie, on s'est rendu compte qu'elle était un facteur clé qui allait nous permettre de mieux comprendre les changements climatiques. Et donc, on a eu une évolution très importante des études où on était plutôt dans l'observation, la récupération des données, vers plutôt aller et commencer à essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait comprendre du changement climatique avec la phénologie. Alors, comme vous allez voir, j'espère, pendant toute cette conférence, je vais essayer de vous montrer plein d'exemples où on va traiter ces points. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, la phénologie? La phénologie, déjà, elle nous informe des risques climatiques. Et notamment, par exemple, la phénologie nous informe de pourquoi certaines espèces sont dans un endroit ou pas. Par exemple, si on regarde par rapport aux dégâts des gels, il y a beaucoup d'espèces que leur distribution elle a été déterminée par le fait qu'en fait, elles n'avaient pas des gels à répétition. Et donc, finalement, elles pouvaient s'implanter dans un territoire. Si on regarde nos cultures, les cultures agricoles, c'est la même chose. On ne s'est pas mis à planter des espèces qui allaient pouvoir être affectées par un processus de gel ou par des températures trop chaudes ou par d'autres situations. Et donc, en fait, les cycles de ces plantes, on fait les liens avec les risques qu'on pouvait évaluer. Ça fait un lien avec la productivité et la survie, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, ce que l'on voit dans un environnement, les arbres que vous voyez autour de vous, quand vous allez à la maison, quand vous vous baladez, toutes ces espèces qui sont là, elles sont parce qu'elles arrivent à faire leur cycle. S'ils n'arrivaient pas à faire leur cycle, elles seraient disparues depuis un moment. L'autre aspect, c'est qu'on peut voir aussi, elle nous informe sur la répartition des espèces, comme je viens de dire, et comme on va voir qu'il y a des espèces qui ne peuvent pas y aller plus au nord parce que le cycle n'est pas possible, et maintenant on commence à voir, je vais utiliser un terme que je n'aime pas trop, mais une certaine migration des espèces dans certains contextes. Et on a aussi les interactions entre espèces. En gros, on va voir que s'il y a une fleur, mais je n'ai pas les pollinisateurs, qui a son cycle calé avec ma fleur, je n'aurai pas de fruits. Et donc en fait, on a toutes ces interactions à l'intérieur d'un écosystème qui dépendent à la base, c'est vraiment le premier élément qui va déterminer la suite de leur phénologie. Et là, je vous mets quelque chose qui a été déterminant dans les années 2000, c'est que la phénologie, aujourd'hui, elle est considérée comme le premier indicateur biologique du changement climatique. On a toujours ces notions de changement climatique par rapport à l'observation de la température, mais quand on s'intéresse à comment elle affecte le vivant, en fait, on se rend compte que la phénologie, c'est vraiment un des éléments qui nous permet de mieux comprendre. Et la figure que vous voyez là, concrètement, c'est une figure qui correspond à toutes les séries que l'on a pu récupérer, par exemple, des dates de vendanges en France. Là, ça commence à 1500. Chaque ligne correspond à un vignoble en France, Suisse et Espagne et Italie. Et en fait, on voit qu'elle nous a permis, les lignes rouges, c'est des années chaudes, les lignes bleues, c'est des années froides. Et en fait, grâce à ces données, par exemple, on a pu remonter dans le temps et mieux comprendre comment les climats avaient évolué par le passé et si, par le passé, on avait vu les mêmes évolutions climatiques que l'on voyait depuis 10 ans ou 15 ans. Ces travaux, par exemple, ils étaient réalisés avec des collègues d'ici dans les années 2011 ou 2012. Et enfin, pour les communautés scientifiques qui s'intéressent notamment aux espèces vivantes, à la biodiversité, la phénologie fait partie de ces traits que l'on doit observer systématiquement quand on est en train de caractériser une espèce et par rapport à sa distribution et par rapport à sa répartition. Or, elle est aussi quelque chose de base, et comme vous vous rendez compte par rapport à tout ce que je viens de vous dire, il y a plein d'éléments clés de l'organisation de nos sociétés. Alors, dans nos sociétés, on va dire européennes, déjà très artificialisées, on pourrait dire, c'est beaucoup moins, on se rend beaucoup moins compte. On va dans un supermarché, on trouve de tout le temps. On va y aller dehors, on va voir des espèces qui ne sont pas forcément de cette origine, et par contre, on les a plantées, elles se sont adaptées, et on voit des choses parfois un peu en décalage. Mais dans des différentes sociétés, et là je vous mets des calendriers saisonniers qui sont produits par des peuples en Australie, dans les îles Pacifiques, en fait, chacun de ces cercles représente parfois les cycles de la production d'un animal, par exemple, ou les cycles de reproduction d'une espèce d'arbre qui va être nécessaire pour l'alimentation locale, ou l'arrivée et la migration des poissons qui vont permettre de se mettre à faire la pêche. Et donc tout ça, en fait, quand on a discuté, quand on voit ces travaux qui sont permis de récupérer, on se rend compte à quel point tous ces cycles saisonniers rythment la vie quotidienne de certaines communautés encore, dans lesquelles ils sont vraiment encore en contact direct avec leur environnement au quotidien. Là, je vous mets un exemple un peu différent, c'est les pays germanophones. Nous, on a 4 saisons,
l'hiver, le printemps, l'automne et l'été. Les pays germanophones, ils sont 13. Et ils en ont 10. Ils en ont 3 printemps, 3 étés, 3 automnes et un hiver. Et en fait, traditionnellement, ils sont associés à chacun de ces périodes une espèce qui est assez courante dans leur environnement. Et en fait, c'est cette espèce qui leur dit « Ah, on a démarré le printemps. Ah, on est au milieu du printemps. Ah, on est en train de finir l'été. » Et c'est une façon culturelle qu'ils ont de pouvoir se rendre compte de comment les cycles sont en train de changer. Et là, juste, j'attire l'attention, c'est que vous voyez que dans les flèches qui sont marquées là, il y a des petits changements. Et bien, c'est un peu les changements qui sont observés, comment, par exemple, petit à petit, les cercles externes, c'est les 30 dernières années, comment les choses ils se sont avancées pratiquement partout dans les cycles, et comment les cycles sont en train de s'élargir. Mais ça, on le verra un peu plus tard. Et est-ce qu'il y en a quelqu'un ici qui est allergique au pollen? Est-ce que quelqu'un peut lever la main, comme ça, un peu que je vois, comme ça? Oh, vous n'êtes pas très nombreux. Pas de bol. Vous êtes aussi attachés à la saisonnalité de la phénologie des espèces. Et donc, vous vous rendez compte que quand on a des allergies au pollen, en fait, on n'a pas des allergies au pollen quand la fleur n'est pas présente. Et donc, finalement, il y a vraiment une saisonnalité. On se rend compte aujourd'hui que parfois, certaines espèces, elles démarrent extrêmement tôt leur période d'allergie, ou parfois, elles arrivent à des moments qu'on ne s'attend pas parce qu'on a des situations un peu anormales. Ça, on reviendra aussi un peu plus tard. Donc, quand on observe, comme je disais, on observe des choses qu'on peut surtout observer avec les yeux. Et on a des choses comme la floraison, les débourrements, que c'est l'ouverture des bourgeons. Donc, ce que vous voyez ici, ça va être plutôt un débourrement. On va voir la sénescence, donc les changements des couleurs, quand on commence à changer. Là, actuellement, on est rentré dans cette période de sénescence. On a la maturation des fruits. Et on a quelque chose qu'on appelle la dormance. C'est vers là qu'on est en train d'aller actuellement. C'est une période des plantes, notamment, mais qu'on retrouve aussi dans les insectes, une période de léthargie, un moment dans lequel les plantes, on a l'impression qu'elles ne sont plus là, qu'elles sont mortes. En fait, elles sont toujours bien vivantes, mais c'est une stratégie d'adaptation qui s'est mise en place pour pouvoir passer l'hiver et pouvoir passer les périodes froides. Et quand on regarde pour les animaux, ce qu'on regarde surtout, c'est l'arrivée des migrateurs, les dates de ponte, les émergences et notamment les phases adultes des insectes, quand on retrouve par exemple les papillons. Si on voit les premiers papillons au printemps, on sait que voilà, il y a déjà un certain processus qui s'est mis en place. Comme on observe, et j'ai compris qu'en fait ça fait partie des choses importantes dans les DU que vous travaillez au niveau de l'observation, on a plein de façons différentes d'observer. Et on va voir qu'en fait on peut l'observer notamment avec des expérimentations. Alors on peut faire des trucs très coûteux, très complexes, où on va essayer de voir comment les variables environnementales vont affecter les cycles de développement de la plante. On a des observations au milieu naturel, et donc là on va utiliser parfois juste simplement le jus, mais parfois aussi on va mettre des capteurs qu'on va pouvoir installer à différents endroits. Et depuis plusieurs années maintenant, quelque chose qu'on utilise souvent, c'est la télédétection. Ça va être tout ce qui est via les satellites, qui nous permet de voir les cycles de développement de toute la végétation. Et donc on voit vraiment comment les cycles actuellement, ils avancent, comment la végétation elle arrive de plus en plus tôt. On a un signal vert qui émerge partout et un signal jaune qui arrive de plus en plus tard parce qu'il fait de plus en plus chaud et donc les arbres ils rentrent de plus en plus tard dans cette période de dormance et ils perdent leur feuillage. Alors on a des approches, comme je disais, issues de la télédétection où on a ces signaux qui vont nous permettre de suivre les cycles et de voir une année tardive par rapport à des années précoces. Et on va voir aussi comment les cycles se terminent. Et on va avoir des caméras qu'on va installer et qui vont nous permettre de voir presque en temps réel l'état de développement et de pouvoir reconstruire à la fin du cycle toute une courbe ou un signal qui va nous permettre de voir comment la végétation dans un lieu donné a pu évoluer. Et ça, ce sont des choses qu'aujourd'hui, on a des réseaux de capteurs à l'échelle mondiale qui nous permettent de voir des écosystèmes très différents dans lesquels, la plupart des fois, on a extrait l'information de quelles sont les espèces qui sont dans ces écosystèmes et on peut derrière étudier comment chacune des espèces est en train d'évoluer. Alors, pour essayer de structurer un peu toutes ces données, toute cette information, on s'est doté des échelles. On a essayé de trouver des moyens qui nous permettent de structurer ces observations. Et donc, on a des échelles, comme par exemple celle-ci, que c'est une échelle qui a été créée dans les années 2000
Et alors, elle a été créée à la base par les producteurs des produits phytosanitaires et des pesticides, hein, autrement dit, parce qu'ils voulaient bien caler leur traitement. Et donc, en fait, ils ont dit, on va essayer de comprendre comment un cycle d'une espèce cultivée est vraiment découpé, combien de moments elle développe, et donc on essaye de les voir. Et là, par exemple, vous avez l'exemple pour la vigne, où vous avez des chiffres qui vont toujours de 0 à 99, et vous avez comment chacun de ces moments, là, par exemple, pour la vigne, 0,5, ça va être un petit bourgeon qu'on voit apparaître, 0,7, c'est un petit peu plus gros, 0,7 dépassé, en fait, de 0,8, 0,9, déjà, on voit apparaître les bourgeons directement. Après, on voit les fleurs, on est plutôt dans des chiffres autour du 65. Là, on change les couleurs des baies, on est plutôt 85. Et quand, par exemple, on va changer les couleurs des feuilles, on va être plutôt dans les 90, 80. Et en fait, cette façon de tout classer, de tout découper, ça nous permet de pouvoir mieux comprendre les données que l'on est en train de travailler, mais à la fois de pouvoir intercomparer des espèces. On peut savoir que quand, par exemple, un collègue qui travaille sur les hêtres ou les chênes, comme c'est ici, vous voyez, là, c'est le stade 0,7 et là, c'est du hêtre. Là, par exemple, c'est du 7 de la vigne. Quand on est en train de discuter, on sait de quoi on est en train de parler. On est en train de parler de que le bourgeon il vient juste de s'éclater. Quand on parle du 65, on sait qu'on est en train de parler de floraison et on sait de quel processus et à quel moment il est en train de se produire les choses. Et on se retrouve qu'autant il dit, moi, mes floraisons, elles sont plutôt au mois de mars. Moi, les miennes, elles sont plutôt au mois de juin. Et donc, ça peut nous aider à mieux comprendre comment chaque espèce s'est adaptée ou a mis en place sa propre stratégie par rapport à sa propre reproduction et survie. Et dans les travaux que l'on a menés dans notre équipe, on a essayé de faire et on a formalisé ça pour tous les champignons phytopathogènes, donc tous ces petits microbes, ces petites bêtes qui vont attaquer les plantes. Et on a fait ça de façon à pouvoir avoir une échelle qui va permettre à la communauté qui travaille sur ces organismes microscopiques de pouvoir s'organiser et pareil, intercomparer des espèces parfois très éloignées les unes par rapport aux autres. Alors, et là, une question c'est, mais qui observe? Parce que là, je vous explique un peu, je vous expliquais qu'est-ce que c'est la phénologie, quelles sont les bases, pourquoi, des choses que vous voyez au quotidien, mais que jusqu'à maintenant, j'essaie de mettre un mot, c'est celui de la phénologie. Et je vais apporter un éclairage sur la question de l'importance des sciences et des recherches participatives dans ce type de démarche. Je vous ai montré tout à l'heure que dans le 19e siècle, on avait déjà quelqu'un qui s'était projeté là-dessus, mais actuellement, et notamment avec les questions autour de la biodiversité, les questions de mieux comprendre les écosystèmes, il y a quand même une remobilisation importante des recherches et sciences participatives. Je ne vais pas détailler, mais c'est juste pour vous dire qu'en France, l'étude de la phénologie, on va dire, elle a commencé en 1347, officiellement. Officiellement parce que c'est la date des vendanges la plus ancienne qu'on a trouvée. Il se trouve que dans un village du Gard, où ils ont noté la date. Voilà. Première date de vendange, c'était un peu les premières. Et depuis, on a eu plein de travaux, comme je vous ai montré. Depuis les années 50, on a tous les travaux de compréhension. On a eu des publications, et notamment un historien qui s'était intéressé dans les années 80, de façon complètement inédite, à essayer de comprendre les climats et les interactions avec les sociétés. Et en fait, il avait compilé une base de données immense d'événements phénologiques, mais sans les mettre dans la perspective qu'on les met aujourd'hui. Ça s'appelle Les Rois Ladouri. Et à partir des années 2000, comme je vous ai dit, avec le changement climatique, notamment ces petites étoiles-là qui correspondent à la canicule de 2003, que j'imagine que de ce qu'il y a là dans la salle, 80% d'entre vous ne connaissent pas. Mais ce n'est pas grave, c'était très 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 chaud. Ça reste les records de chaud qu'on a eu en France pour l'instant. Et ce n'est pas réjouissant, mais c'était quand même très très violent. En fait, vous voyez qu'en fait, il y a plein de programmes qui sont mis en place parce que ça a affecté énormément les écosystèmes et ça a réveillé, en tout cas au sein de la communauté scientifique, un certain nombre d'alertes en se disant ce qu'on nous annonce depuis 1990, avec la création du GIEC, qu'il y a un réchauffement, qu'il y a des choses qui sont en train de changer, des communautés qui jusqu'à là, elles ne s'étaient pas trop questionnées là-dessus, là, elles vont commencer à se demander qu'est-ce qui se passe et comment ça va affecter les écosystèmes. Donc, on a plein de projets qui sont démarrés. Et en fait, on a notamment 2 programmes de sciences participatives qui sont émergés là. Et là, ce que je vous mets en vert, c'est toutes les séries qu'on a pu récupérer. Alors, des séries que, comme vous pouvez vous imaginer, quand je parle des dates de vendange, les gens qui ont noté les vendanges, ils ne se sont pas dit, dans 6 ans, il y aura un zanzan comme moi,
qui va utiliser ces données pour étudier les changements climatiques. Non, ils ont noté ça par le plaisir de noter l'observation autour de chez eux. Et là, vous avez plein de séries, dont certains qui ne sont pas de loin de chez vous, hein, les Saint-Maur, Fossé, série de Versailles, qu'on a découvert de la fin du 19e et qui sont parfois durées pratiquement tout le 20e siècle. Et donc, pour étudier ça, Nathalie l'a mentionné tout à l'heure, en fait, on a mis en place un réseau au niveau national qui s'appelle le réseau Tempo, que c'est une infrastructure pour étudier la phénologie. Donc, le réseau Tempo, c'est pratiquement 300 chercheurs et techniciens à l'échelle nationale qui s'intéressent à ces questions sur plein d'écosystèmes et de biotypes différents. Donc là, je vous mets tous les écosystèmes, donc vertébrés, arthropodes, plein de types d'espèces végétales et pathosystèmes, dans lesquels on travaille sur plein de questions différentes, des bases de données, des outils de modélisation, je vais vous détailler, et on a notamment 2 programmes de sciences participatives. Et donc ce travail, cette structure, ce collectif, est motivé par rapport à cette accumulation, compilation, capitalisation des données, mais aussi pour comprendre comment ces données nous expliquent davantage et nous aident à mieux comprendre ce qui va se passer demain. Et donc notre objectif dans Tempo, c'est celui-là, c'est d'essayer de comprendre comment les changements climatiques vont impacter la phénologie, mais aussi quelles sont les conséquences en termes de productivité, de survie et de répartition des espèces, à l'échelle de la France. Mais on est associé à des réseaux à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale qui sont pratiquement les mêmes objectifs que nous, parce que c'est quelque chose qui motive la communauté scientifique à l'échelle mondiale. Alors, je ne vais pas détailler, mais on a plein d'activités, comme je vous dis, au niveau des données, de l'animation, on travaille sur les méthodes d'observation, des nouveaux capteurs, des outils qui vont nous permettre, des nouveaux protocoles, comme je vous ai montré, les échelles de notation. Toutes ces questions qui nous permettent de formaliser et d'améliorer la qualité de nos données et d'aller un peu plus loin. Et aussi des approches de modélisation et des services phénoclimatiques. Alors aujourd'hui, si on regarde, après 6-7 ans de chercher des données à droite à gauche, on a réussi à compiler à peu près 2,8 millions de données ouvertes. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs d'aller jouer avec des jeux de données, mais là, vous avez 2,8 millions de données que vous pouvez y aller regarder. Alors là, vous avez, si on regarde par période, là, vous avez 40 données. Voilà, on avait 40 données, entre 1400 et 1800, c'était les pics, là, on était à 40-60 données par année. Quand on est passé de 1800 à 2000, en fait, là, vous avez notre bonhomme, M. Angot, qui avait demandé de faire du semi-participatif à tous les préfets de la France. Et donc, il avait réussi à monter jusqu'à pratiquement 3000 observations dans la même année. Donc là, on était plutôt déjà en train de massifier. Et là, vous avez les chiffres entre 2000 et 2025, où on a des bases de données qui, à elles toutes seules, elles sont compilées jusqu'à 150 000 données dans une seule année. Donc, en fait, on se rend compte qu'aussi, en termes d'observation, on est en train d'évoluer avec une capacité d'observation, parfois par des réseaux, mais parfois aussi par des capteurs, vers une amélioration. Et on voit qu'en fait, aujourd'hui, on arrive à couvrir pratiquement la totalité du territoire français avec une multitude de taxons, que ce soit des espèces cultivées, des espèces non cultivées, des animaux ou des plantes. Un travail, comme je vous dis, c'est d'aller chercher les données quand ils sont dans des papiers. Donc là, par exemple, ça c'est toute la collection de données d'observation d'une unité expérimentale. Donc c'est un petit laboratoire. Vous en avez une pas très loin d'ici, sur les plateaux, qui s'intéresse au maïs, notamment, par exemple, côté INRAE, dans mon institut. Mais on en a une qui est à Saint-Martin-des-Anx. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'ici qui est gascon, de la région des Dax. Et à Saint-Martin, on a depuis 1937 une structure qui teste toutes les variétés de maïs qui sont cultivées en France. C'est la base des génomiques que l'on a en France. On a toutes les variétés. Et on a en plus un lieu de stockage de toutes les graines de maïs qui ont été testées et qui ont de toutes les variétés. Et nous, et je dirais plutôt des jeunes qui ont été super motivés et qui nous ont à faire le travail, ils ont retranscrit toutes les données de ces cahiers qui notaient les dates de semis, les dates de floraison, les dates de récolte des différentes variétés, ce qui nous a amené à pratiquement 100 000 données d'observation des dates de phénologie des maïs. Et aujourd'hui, on a une cartographie complète de la phénologie du maïs entre 1937 et maintenant 2024. Mais que nous, on a arrêté en 1980-85 quand l'informatique est arrivée et qu'on a pu mettre ça de façon un peu plus structurée. Là, c'est un spectre phénologique des sites de Versailles. Et donc, chaque ligne correspond à une espèce
Les traits en bleu, c'est quand il y a eu des feuilles dans l'espèce. Là, c'est quand il a fait la fleur. Et là, c'est quand il a fait les fruits. Alors, des fois, ça se voit. Et là, c'est quand il a perdu les feuilles. Et là, vous avez toute l'espèce qui était dans un petit bout de terre où des chercheurs, en 1931, ont décidé de planter un certain nombre d'espèces suite à un appel des chercheurs britanniques. On est dans la période des colonies, qui se sont dit ça serait super si on pouvait planter les mêmes espèces partout dans nos colonies afin de regarder comment elles se comportent. Et on voit si finalement on a des différences entre différentes latitudes, les différentes longitudes, avec différentes altitudes. Voilà. Et donc là, il y a des chercheurs qui nous disent on pourrait faire ça à Versailles. Alors, on a un seul exemplaire de cet spectre, parce que je pense que le travail qu'il a nécessité de créer ce petit bout de papier, qu'il est à peu près comme ça, je pense qu'il s'est dit qu'il le faisait une fois, mais pas tous les ans, parce que c'était quand même assez laborieux. Mais après, par contre, on a trouvé toutes les données et on a pu commencer à les prendre. Et là, c'est par exemple un extrait d'un livre. Je ne sais pas si vous connaissez Saint-Maur-en-Fossé, c'est juste au sud de Paris. Et en fait, là, il y a un parc. Il y avait un centre de recherche sur la physique du globe, il est toujours, je crois, et qui appartient au CNRS. Et en fait, dans ces jardins, des chercheurs qui étaient des physiciens, pas des botanistes, pas des naturalistes, ils avaient un super parc avec des super arbres et ils ont noté la phénologie d'un panel de presque 150 espèces entre 1878 et 1930. Et donc, on a une chronique de pratiquement 40-50 ans pour certaines espèces, où on voit quelle a été la phénologie, en fait, quels étaient les cycles saisonniers dans la ville de Paris pour une centaine d'espèces. Et donc, tout ça, aujourd'hui, ça paraît très lointain, ça peut paraître très anecdotique, mais ça nous montre quel était le climat que l'on a eu pendant des centaines d'années et que on peut mettre en perspective aujourd'hui quand on voit comment il se réchauffe et comment les choses sont en train d'avancer. Ces signaux, ces éléments de contexte, ils sont très riches pour nous parce qu'ils nous permettent de mieux comprendre à quelle vitesse et de quelle manière les choses sont en train de changer. Et je disais, on travaille aussi sur toutes les approches de phénologie, de la modélisation. Donc, on développe des approches mathématiques qu'on traduit dans des outils et que derrière, ils nous permettent de construire des services qu'on va mettre à disposition des communautés. Et donc, aujourd'hui, on travaille. Alors là, c'est un exemple par rapport à la floraison du pommier qu'on est en capacité de simuler en temps réel avec l'outil Cartophen. Et on est en train de travailler avec l'ADEME dans un projet pour être en capacité de simuler en temps réel une palette d'espèces fruitières et forestières et donner ces informations aux producteurs et aux gestionnaires de façon qu'ils puissent anticiper certains travaux ou qu'ils puissent anticiper tout simplement l'évolution de leur système. Et pour finir cette première séquence, comme je disais, un élément important pour nous, c'est les sciences et recherches participatives. Et ça fait partie de nos piliers dans Tempo. Alors, les sciences et recherches participatives, ce qu'ils proposent, c'est la phrase qui a marqué, c'est d'aider la communauté scientifique à récolter, dans notre cas, des données afin d'étudier l'impact du changement climatique sur la phénologie de la flore et de la faune. On s'intéresse autant à des plantes que des animaux. On a deux projets, l'Observatoire des saisons, que je vais m'attarder, et Phénoclim. Celui-là, il est plutôt dans les plaines, il est plutôt dans les régions, on va dire, des métropoles, non, pas en altitude, et parce que celui-là, il est plutôt dédié à la montagne. Il a commencé dans les massifs des Alpes. Aujourd'hui, on a des antennes dans les massifs centraux et dans les Pyrénées. Et en fait, chacun de ces projets développe un certain nombre d'activités. Alors, l'Observatoire des saisons, en fait, l'objectif, comme je disais, c'est de faire ça. Il s'est décliné dans différentes régions. Donc, aujourd'hui, on a des antennes un peu partout en France. Et l'objectif, c'est que ça soit ouvert à tous les citoyens et qu'ils nous accompagnent dans l'observation. Pour cela, en fait, on a mis en place des protocoles. Donc, en fait, en gros, on ne demande pas aux citoyens juste « dis-moi quand il y a une fleur ». On l'explique, on l'aide, on l'accompagne, parce que ce que l'on veut, c'est que le travail, l'exercice qu'il va faire, puisse être utilisé par la suite au niveau scientifique. Et donc, on l'aide à choisir une zone d'étude, on l'aide à choisir les espèces, on va l'expliquer comment effectuer les observations, par exemple. Qu'est-ce qui m'intéresse, en fait, qu'est-ce qui est important à observer, la feuillaison, la floraison, les changements, la maturation ou la sénescence. Et on va les donner aussi des repères. Parce que si moi, je vous mets maintenant, on se met tous ensemble, là, tous les groupes, devant un arbre, et je vous demande combien de feuilles elles sont actuellement en pourcentage présentes dans l'arbre, ou elles sont changées de couleur, ou elles sont dans une telle forme, je pense qu'on va en avoir autant de réponses
que des personnes qui sont en train de regarder l'arbre. Et en fait, une des questions pour nous, c'est de sécuriser cette donnée, de valider la qualité. Donc, on travaille beaucoup sur, comme vous voyez là, il y a des exercices qu'on peut faire en collectif, dans lesquels on se teste les uns aux autres. Moi, j'étais dans des situations avec des collègues techniciens, qui ça fait parfois 20 ans, 30 ans, qui sont en train de faire des observations. Et il y a déjà 15 ans, quand on a commencé à vouloir formaliser ça, on les a mis devant un rangée des pommiers et on leur a dit c'est quel pourcentage de fleurs ouvertes. Et là, chacun, on voyait qu'il y en avait certains qui ne bougeaient pas de leur place, certains qui commençaient à marcher autour de la parcelle, d'autres qui regardaient d'en haut en bas. Et il disait moi c'est 50. Ah non, moi c'est 30. Ah non, moi c'est plutôt 60. Ah mais toi tu regardes quoi? Ah, moi je regarde l'arbre. Ah non, moi je me suis mis dans les rangs et j'ai regardé tous les rangs. Ah non, moi je regarde d'abord la partie haute, la partie au milieu et la partie fin. Et là, dans la tête, je me fais une moyenne de qu'est-ce que je vois dans les trois parties. Vous voyez qu'à la fin, en fait, nous, on a besoin d'avoir une donnée qu'on arrive à la mesurer. Donc, ce travail, on le fait et on essaye de l'apporter aussi aux citoyens de façon à qu'ils ne soient pas perdus quand on leur demande de nous aider et de nous accompagner dans ces travaux. Et une particularité de ces travaux, alors ça prend du temps, il y a tout un travail d'animation qu'il faut faire au sein des programmes des recherches participatives, mais là, je vous montre juste un exemple. Ça, c'est nos dispositifs expérimentaux de l'INRAE, où on fait de l'observation, et vous avez là la répartition géographique. Donc, en fait, on est implanté dans là où on a des centres. Et là où on a des centres, on a des sites d'observation, mais on est en incapacité de savoir qu'est-ce qui se passe là, ou qu'est-ce qui se passe là, ou qu'est-ce qui se passe là. Alors que là, ça nous aide à pouvoir couvrir des zones, des territoires, où autrement, on ne serait pas en capacité de pouvoir assurer un suivi ou mieux comprendre comment ça se passe. Donc c'est vraiment un atout de travailler là-dessus au niveau de cette collaboration et de ces partages et par rapport à que ce soit la couverture spatiale, les temps réels aussi. Hein. On a les observations en temps réel et vous verrez à la fin que c'est important actuellement. Et la diversité d'espèces. On peut travailler sur des espèces qu'autrement, des fois, dans nos programmes de recherche, on les regarde beaucoup moins. Donc c'est un point important aussi des fois. Et enfin, pour nous, c'est un espace d'échange. Alors, c'est peut-être, ça peut paraître très loin, mais aujourd'hui, au niveau de la communauté scientifique, un des points importants pour nous, c'est aussi de pouvoir transmettre, de pouvoir échanger, de partager tous les travaux que l'on fait au niveau de la science, et aussi pour éclairer, pour aider à comprendre mieux comment notre environnement est en train de bouger. Et donc, ces travaux, ces programmes, c'est pour nous un espace d'échange avec les citoyens, que ce soit pour communiquer, pour sensibiliser. Là, on a une expo, que je vous invite éventuellement ici à l'école. Hein. C'est une expo qu'on a créée autour du climat et la biodiversité. Elle est ouverte. Elle est ouverte, ça veut dire qu'il y a une licence ouverte qu'on peut télécharger. Elle a été téléchargée au moins 1000 fois en France, par des mairies, par des associations, par des collèges. Elle est dans plein de formats différents, de façon à qu'en fait, on puisse se sensibiliser sur cette question. Et nous, c'est un espace d'échange avec les gens d'une manière générale. Et quelque chose que l'on veut aussi, c'est que on n'est pas juste dans une relation où on récupère les données que les gens y produisent, mais on veut vraiment être dans une interaction et en plus aider aux gens à monter en compétence sur ce qu'ils voient. Et concrètement, on met en place des outils, parfois très simples d'analyse, mais qui vont leur permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez eux. Les gens qui viennent dans ces programmes, par exemple, ils ont une interface qui va leur permettre d'aller regarder leurs données qui sont récoltées, les données de ses copains ou des gens qui ont été dans leur même territoire, et d'intercomparer. Ah, mon espèce, dans ma ville, elle a fait ça dans les 10-15 dernières années, alors que dans tel autre endroit, ça n'a pas bougé. Il n'y a pas eu la même tendance. Et donc ça permet en fait de se rendre compte que les changements climatiques n'est pas les mêmes partout, que certaines modifications que l'on voit dans un endroit elles ne sont pas les mêmes, que les intensités elles ne sont pas les mêmes. Et donc ça nous aide aussi à monter en compétence tous collectivement sur ces questions. Donc là je m'arrête et si vous voulez bien on peut prendre 5 minutes, 10 minutes pour si vous avez des questions, des clarifications. 5-10 minutes de questions avant la deuxième partie. Oui. Bonjour. Bonjour. Concernant la qualité des données que vous pouvez récolter grâce aux sciences participatives, etc., est-ce que parfois prendre des photos avec un téléphone et d'un arbre ou d'une plante, est-ce que l'IA peut bien caractériser les choses? Est-ce que c'est peut-être plus fiable qu'un jugement subjectif ou pas?
Alors, je sais qu'il y a plein d'applications que les jardiniers utilisent pour recevoir c'est quoi comme plante et que ça marche très très bien. Est-ce que ça peut exister pour quantifier? Ouais. Alors, il y a de plus en plus de travaux qui permettent de faire ça, effectivement, hein, qui vont nous aider à mieux caractériser. Nous, dans les programmes dont on parle, on peut transmettre des photos. Parfois, c'est plus pour vérifier qu'on est bien dans les bons stades ou qu'on ne s'est pas trompé d'espèce, par exemple, aussi. Hein. Mais on n'a pas intégré pour l'instant ces approches d'IA, concrètement parlant. Et à ma connaissance, dans les différents programmes qu'il y a en Europe actuellement, il y en a certains qui s'associent obligatoirement aux photos à l'observation, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et à ma connaissance, il n'y en a aucun qui a intégré aujourd'hui l'IA comme un appui pour faire ça. Par contre, l'IA, effectivement, on l'utilise pour ce qui va être l'analyse de la phénologie de tous les herbariums, les collections des plantes, comment on dit ça? Là, d'un coup, j'ai envie de... En fait, toutes les collections que l'on fait avec des plantes sèches, en fait, c'est l'herbarium, c'est ça. Hein? Ah, l'herbier, pardon, ouais, c'est pour ça, excuse-moi. L'herbier, les herbiers. En fait, aujourd'hui, comme en fait, on a digitalisé, numérisé une énorme base, enfin, plusieurs bases de données d'herbiers historiques qui étaient parfois vieux des 100 ans ou 200 ans, en fait, on a les dates associées à l'observation et au jour que la plaque a été faite, et on a pu associer les stades phénologiques à la plaque en question. Donc, en fait, ça, c'est des choses qui commencent à se faire et se font typiquement via des approches d'intelligence artificielle parce qu'on fait une reconnaissance du stade directement à partir de l'image que l'on va traiter. Et je sais que, par exemple, pour l'agriculture, c'est des choses que l'on fait de plus en plus, d'utiliser des capteurs qui vont capter des signaux et qu'on va interpréter pour savoir à quel stade de développement on est d'une espèce. Mais dans tout ce qui est sciences participatives, pour l'instant, ce n'est pas intégré de façon opérationnelle. Mais ça va venir. Ça va venir certainement parce qu'on se rend compte que c'est un outil puissant pour pouvoir clarifier des choses qui parfois elles sont très, très fines. Et juste simplement, la couleur, les changements des couleurs d'une feuille, entre les moments où elle est verte et les moments où elle vient de passer juste dans les jeunes, mes collègues, ils sont caractérisés. Il y a des fois un changement des couleurs qui est très fin, mais ces changements impliquent l'arrêt définitif de la photosynthèse de la feuille. Et donc on sait qu'en fait, il faut observer à ces niveaux-là, ni pas plus tard, ni pas plus tôt. Donc oui, je pense qu'à ces niveaux-là, à terme, on va pouvoir automatiser des choses grâce à l'IA, et voilà, on aura des données encore plus fiables que ce que l'on peut avoir aujourd'hui. Merci pour la question. D'autres questions? Je vais en poser une du coup. Oui. Ça n'a pas trop un lien avec l'IA, c'est plutôt les vendanges au XVe siècle. Oui. On se base là sur la vendange, mais est-ce que le goût il change entre le XVe siècle et du coup, en quoi ça modifie la date de vendange par rapport au changement climatique? Oui. Et, pour tout dire, quand on a fait ce travail, en fait, on cherchait à comprendre quelle était l'anomalie climatique, donc en température. Hein. On voulait extraire l'information de pourquoi on avait eu la vendange à telle date. L'hypothèse, elle était vraiment vérifiée. On sait que si on a la vendange à tel moment, c'est que les températures avant, elles ont été plus ou moins chaudes. Donc, dans chaque vignoble, on pouvait avoir une anomalie des températures. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il faut savoir qu'on n'a pas de données d'alcool dans le vin avant 1850. Je vous invite à aller sur Gallica et regarder les bouquins de Pasteur, parce qu'il a mis en place la méthode pour calculer l'alcool. Il a calculé l'alcool de tous les boissons qui passaient devant son laboratoire. Et donc, il y en a parfois des documents assez cocasses avec des chiffres assez stratosphériques d'alcool dans certaines boissons. Et donc, on a pu faire, avec des séries chronologiques, depuis le début du 7e, notamment en Autriche et en Luxembourg, si je me souviens bien, Luxembourg, où on avait les premières observations des ténors en alcool, des acidités, et associé à ça une certaine qualité et une date, on a pu commencer à se rendre compte de qu'est-ce qu'on considère un vin bon et qu'est-ce qu'on considère un vin pas bon. Et donc avec ça, on a pu évaluer ça. Et Nathalie a évoqué tout à l'heure qu'on travaille dans mon équipe avec un modèle de culture. On est allé un chouïa plus loin. On a essayé de représenter les itinéraires techniques qu'on pouvait avoir du 15e au 19e. Et on a essayé de faire des simulations. Et on a donné différents niveaux d'acidité, enfin de maturité au raisin. Et avec ça, en fait, on a introduit, je dirais, les incertitudes qu'on pouvait associer à chaque date de vendange par rapport à ces critères. Mais effectivement, je dirais qu'en fait, les vins d'il y a 20 ans n'ont pas le même goût que les vins d'aujourd'hui, mais les vins d'il y a 40, ils n'avaient pas non plus le même goût que ceux d'il y a 20 ans. Donc c'est quelque chose qui a changé aussi par rapport à la pratique, les savoirs énologiques et plein de choses comme ça.
Donc on a essayé de limiter autant que possible, mais on savait qu'on partait quand même à des incertitudes. C'est bon, on continue? On continue? Ça va? Oui? Bon, allez. Donc, qu'est-ce que nous savons? Alors là, c'est de la bio. Hein. On va faire un peu de biologie. Je suis vraiment désolé, mais ça va passer. Ça va se passer. Et donc, primo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des espèces, en fait, qui sont à cycle annuel. Alors là, vous avez deux exemples. Et à gauche, plutôt un blé ou quelque chose comme ça. Je vous ai mis... Enfin, pardon, à gauche, c'est plutôt un coquelicot. C'est ce qu'on appelle une plante annuelle d'été. C'est qu'elle va démarrer son cycle au printemps. Voilà, elle va sortir quand les conditions elles sont très favorables. Il fait déjà chaud, le sol il est un peu chaud, il a plu un peu. Donc en fait, la plante, elle va démarrer. Et donc on va avoir un cycle dans lequel pendant l'hiver, il ne se passe rien. Et après, on va avoir une germination plutôt au printemps. Et on va avoir la fin du cycle plutôt à l'été. Et bien là, elle va disparaître. En fait, on ne va plus avoir normalement. Et on va avoir les graines qui vont rester en dormance pendant l'hiver. Là, vous avez un petit dessin qui représente ça. Quand on regarde ce qu'on appelle une plante annuelle d'hiver, c'est qu'en fait, là, dans les prochaines semaines, vous allez commencer à voir des tracteurs qui vont s'aimer des graines dans les plaines qu'il y a autour de chez vous. Et donc, vous allez avoir des petites pelouses vertes qui vont se mettre en place. Tout ça, ça va être des cultures d'hiver. Ces cultures qui, en fait, elles vont avoir la capacité de pouvoir traverser la période la plus froide. Les plantes, elles ne vont pas mourir. Et par contre, même dans certains cas, comme ça va être le cas du blé, ça va être même nécessaire d'avoir du froid pour pouvoir produire les graines l'année prochaine. Donc, on va démarrer leur cycle plutôt à l'hiver. En fait, même ici, à l'automne, en fait, on va les semer. Et en fait, on va les semer, ou elles vont s'auto-semer. Et on va avoir un cycle dans lequel la floraison va arriver vraiment au printemps. Et on va avoir la fin avant l'été. En fait, vraiment, le mois de juin, juillet, voilà, c'est la période des moissons. Hein. On a déjà fini, le cycle est fini. Quand c'est une plante cultivée, on la récolte. Et quand ce n'est pas une plante cultivée, elle va faire ses graines et elle va repartir jusqu'à l'année prochaine. Quand on part sur des insectes, on a à peu près la même chose. On a plein d'insectes qu'on va se retrouver que pendant l'hiver, on va être dans une phase dans laquelle on va appeler ça la quiescence et la diapause. Et donc la diapause, en fait, là, elle va rentrer aussi quand la période est froide. C'est pour ça que, heureusement, la plupart des fois, on n'a pas de moustiques en hiver. Parce qu'en fait, elles restent dans cette époque dans laquelle ils ne se développent pas, ils attendent et ils ne vont pas se développer complètement. Dès que les températures ils vont commencer à être favorables, ils vont rentrer dans une phase de post-diapause, tout ça, et en fait, surtout, on va faire les cycles. Et donc là, pour chaque espèce, on a un peu de cycle. Alors quand il parle univoltant, c'est parce que c'est une espèce qui va faire un seul cycle sur toute l'année. D'accord ? On verra par exemple qu'on a des espèces qui sont multivoltinistes, c'est-à-dire qu'il va y avoir une génération qui n'est pas de bol, elle va avoir à gérer l'hiver, donc il va passer par ces étapes de diapause et quiescence, mais après, une fois qu'elle arrivera au printemps, les suivantes, comme elles ne seront pas confrontées au froid, ils feront directement des œufs, des larves et papillons, et après voilà. Et donc on fera peut-être 2-3 générations avant qu'un nouveau l'hiver arrive, et on rentre à nouveau dans les cycles avec les froids. Par contre, quand on regarde par rapport aux plantes ligneuses, là, les choses se compliquent un peu plus. Parce que les plantes ligneuses, contrairement aux plantes annuelles, elle est là tout le temps. Donc elle a dû mettre en place un certain nombre de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est que les deux aspects les plus importants qui pilotent le développement d'une espèce, ça va être la température d'une part ou la photopériode. La température, voilà, les conditions thermiques qu'il y a à l'environnement de la plante. Mais la photopériode, ça va être la durée du jour. Pratiquement toutes les espèces, elles vont être sensibles à l'augmentation et à la diminution de ces durées du jour. Et il y a des espèces qui jouent un peu avec ça, mais de manière générale, une partie non négligeable, elles sont sensibles, plus ou moins à ces deux facteurs. Quand on s'intéresse à la température, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va voir tout un processus qui va se mettre en place, notamment pendant l'hiver, donc cette phase de dormance où on a l'arbre, alors là c'est l'exemple avec un chêne, on a l'arbre on a l'impression qu'il est mort, mais en fait il n'est pas mort, il est là, il est tranquille, et en fait il est en train de vivre des températures avec des températures froides. En fait, il va avoir besoin de ces températures froides pour avoir des signaux qui vont lui dire « Ah, c'est l'hiver, et il faut que tout soit en repos. » Donc, l'arbre, il ne va pas démarrer. Mais ce signal froid, il va être aussi un signal de lui dire « Mais en fait, juste après, il va y avoir le printemps. »
Donc c'est un double signal. Un signal de reste là où tu es, parce que si tu fais tes feuilles, tu vas les perdre, parce qu'il va faire trop froid. Mais d'un autre côté, ça te donne un signal qu'après, il va y avoir les printemps. Donc bientôt, il va falloir démarrer l'activité dès que les températures seront favorables. Donc ce que l'on voit, c'est qu'on a cette phase de dormance, on a les bourgeons avec ces différentes phases, on voit les petits bourgeons qui apparaissent. Et là, par contre, c'est la température chaude. Là, c'est vraiment, plus elles sont chaudes les températures, plus ces processus accélèrent, plus ça va vite. Et donc, on va voir que quand il y a en janvier, février qui est très chaud, tout se met en place, on commence à avoir des bourgeons de partout qui démarrent. Et plus après, au fur et à mesure, ça va se ralentir ou pas, mais on va avoir les températures chaudes. Et après, on va arriver à l'été, où on va être au maximum, et on va rentrer avec les températures chaudes en phase où on va être dans la maturation. Alors, comme je vous ai dit, chaque espèce, elle gère ça plus tôt, plus tard. Okay, on va voir là les chênes, comme vous voyez, c'est vraiment les printemps. Il y a des espèces qui vont être presque, la floraison, elle arrive plus tôt ou plus tard. Voilà, c'est un exemple. Les amandiers, ils font d'abord les fleurs, par exemple. Quand vous vous baladez, vous ne voyez pas des feuilles d'amandier, d'abord, vous voyez les fleurs d'amandier. Et ce qui va être l'abricotier, les pêchers, que c'est toujours la même famille, ils vont tous faire la fleur d'abord. Alors qu'il y a des espèces qui vont faire d'abord la feuille. Et après, ils feront la fleur, comme c'est par exemple les pommiers. Donc vous allez avoir des stratégies, au fait, des structures qui vont se mettre en place de façon différenciée. Quand on regarde la photopériode, en fait, les signaux de la photopériode, donc là, vous avez plus de photopériodes dans l'été, moins de photopériodes à l'hiver. En fait, on va avoir deux grands signaux. Un signal, qui va être important quand on finit l'été et qu'il va commencer à nous dire « Ah, la journée s'est raccourcie », ça veut dire qu'on arrive vers la période froide, ça veut dire qu'en fait, l'arbre, il va devoir commencer à un peu plier bagage, mettre toutes les choses en ordre, parce que la sénescence va se mettre en place, et finalement, on va perdre les feuilles, donc on va se mettre en dormance. Donc la photopériode va avoir un signal de il faut arrêter. Il faut arrêter de continuer à produire tout le temps. Mais pour certaines espèces, on va avoir aussi un signal de dire on peut commencer. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a plein d'espèces qui ne sont pas sensibles pour démarrer à la photopériode. C'est-à-dire que s'il fait chaud, elles vont démarrer. Mais il y a quelques espèces qui sont combinées les deux, notamment les hêtres. Les hêtres, tant qu'il n'y a pas un certain nombre d'heures de lumière, s'il n'y en a pas, même si on a les températures qui seraient favorables, il ne démarrera pas. En fait, c'est une petite stratégie pour se dire, imaginez-vous, vous êtes à la montagne, et en fait, dans la montagne, on peut avoir des coups de gel qui arrivent d'un moment à l'autre et on ne les prévoit pas. En fait, on peut avoir une situation dans laquelle la température, elle va être très favorable, donc il pourrait démarrer très rapidement, je fais mes feuilles, mais en fait, le risque de gel il est très élevé. Donc, il a posé une deuxième condition, il faut avoir au moins entre 10 et 11 heures de soleil pour que les feuilles se mettent en place. Et donc, c'est ce double mécanisme qui les protège aujourd'hui des coups de gel trop précoces. S'il avait d'autres espèces, ils vont démarrer très tôt, ils vont se prendre un coup de gel, paf, ils vont cramer toutes leurs feuilles, ils vont devoir faire une deuxième pousse de feuilles. L'être, en fait, il avait posé la deuxième condition, que c'était s'il n'y a pas tant d'heures de soleil, je ne démarre pas, donc il ne démarre pas. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on voit en interaction. C'est moins bien compris. On a vraiment des choses qu'on essaie d'analyser au mieux, mais on voit qu'il y a des interactions fortes. Et enfin, il y a un autre facteur, il y a d'autres facteurs, on ne va pas les détailler, mais qui jouent un rôle, que ce soit le stress hydrique, le stress trophique. Alors, ce qu'on appelle, nous, le stress trophique, c'est est-ce que l'arbre il est plus ou moins en bon état d'avoir mangé, d'avoir fait sa photosynthèse et d'avoir produit des réserves. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas affaibli par des canicules et des choses comme ça? S'il n'est pas trop affaibli, dans ces cas-là, en fait, ça va aussi jouer un rôle. Et on sait que, par exemple, l'azote, que c'est quelque chose d'important, notamment en agriculture, ça peut avoir un impact très fort dans les cycles. S'il y a trop d'azote, les cycles ils sont prolongés. En gros, la plante se dit « Oula, je peux faire plein de choses ». Alors qu'avec des quantités d'azote modérées, le cycle il est plutôt normal, quoi. Il ne modifie pas. Quand on regarde les insectes, comme je disais tout à l'heure, là c'est par exemple une espèce multivultiniste qui va pouvoir être éventuellement en lien avec la température et la photopériode. Et comme je disais, il y en a une génération qui va faire l'hiver, elle va démarrer au printemps, elle va poser ses œufs, elle va générer une deuxième génération, et si les conditions sont favorables, elle va pouvoir faire plusieurs générations. Alors, vous m'avez posé la question par rapport à l'IA.
on va parler un peu, pas du tout d'IA, mais juste pour donner une info, c'est que quand nous on formalise dans les approches de modélisation, toutes ces connaissances que je viens de dire, d'un point de vue biologique, on essaie de les traduire dans des approches mathématiques. Et donc on essaie de traduire ça dans des modèles, parfois très simples, mais qui vont nous permettre de représenter les différents moments du cycle d'une espèce. Là, j'ai mis un peu les grands groupes de modèles. On a des approches statistiques, des approches dans lesquelles on va chercher les relations corrélatives entre la variable environnementale et le stade, la floraison. Parfois, en cherchant de façon fouille des données, on prend beaucoup d'indicateurs ou beaucoup de variables et on cherche à voir si c'est un lien avec les floraisons, les changements de couleurs, tous ces processus, même au niveau des animaux. Alors, il y a de plus en plus d'approches IA qui commencent à s'intéresser parce qu'on a de plus en plus de données. Il faut voir que l'IA, je vous ai parlé de 2,8 millions, mais 2,8 millions pour des approches de deep learning ou des choses comme ça, c'est juste pour démarrer la machine. On a juste mis les contacts et on n'y va pas plus loin. Donc maintenant, comme il commence à avoir beaucoup de données qui arrivent par capteur et d'autres types de mesures, on sait qu'on peut y aller plus loin. Mais ça commence à avoir des choses qui ils sont actuellement étudiés et discutés par la communauté scientifique. On a des modèles basés dans les processus, donc c'est plutôt celle-là que nous on travaille, c'est des modèles numériques dans lesquels on cherche à représenter la réponse de l'espèce. On essaie de voir comment l'espèce, dans toute la gamme de la variable, donc entre 0 et 35 pour une température, ou par rapport à une photopériode, on va essayer de voir comment la plante ou l'animal va agir. Et en fait, c'est ces équations qu'on va introduire dans notre modèle. Donc nous, c'est ce qu'on appelle des modèles basés dans les processus et qui vont piloter le développement des organes. Alors, dans les modèles corrélatifs, juste, ils sont estimés à partir de données. C'est-à-dire que je pars sans a priori. Pour ceux qui connaissent un peu ces approches, j'ai une base de données, j'ai des observations, j'ai des variables, j'essaie de les coller, mais comment je fais ça, je ne sais pas. Parfois, je cherche à comprendre un peu, mais ce n'est pas obligatoire. Dans les deuxièmes, dans ces modèles-là, une caractéristique principale, c'est que je dois être presque en capacité de pouvoir représenter ça expérimentalement en laboratoire. Et c'est ça qui, en fait, fait une grosse différence parce que d'un coup, en fait, je comprends, ou j'essaie de comprendre pleinement les mécanismes que j'ai traduits ensuite en tant que modèle. Alors, on peut représenter ça par des cycles très complexes. Alors là, je vous mets quelques exemples. Un modèle d'une phase où j'utilise une fonction qui est basée dans la température. Ou un modèle de deux phases où la première elle est basée sur la température et le deuxième de la température et la photopériode. Ou en trois phases où je peux combiner. Là, je vous mets les blés, par exemple. Les blés, en fait, on a une phase qui est dépendante de la température et la teneur en eau du sol. La deuxième, elle est dépendante de la température froide et de la photopériode. À l'égal que la troisième. La quatrième, par contre, elle est seulement dépendante de la température. Et la cinquième, elle est dépendante de la température et de l'état hydrique. Donc, vous voyez qu'on peut y aller loin dans la complexité et dans la description. Et là, si vous avez la vigne, elle est seulement dépendante de la température. Par contre, les types de fonctions que l'on va réécrire, elles seront toujours différentes. Et ça nous permet de faire des choses assez chouettes. Là, vous avez par exemple une description, alors, je ne vais pas détailler, mais une description d'un modèle pour la vigne, dans lequel on a toutes ces phases-là qui dépendent de la température. Et là, vous avez les phases d'un pathogène, on va dire, d'un insecte qui embête la vigne, et qui a son propre modèle. Et en fait, avec la description des deux modèles, on commence à pouvoir étudier, est-ce qu'il va être embêté avec telle espèce? Est-ce qu'il va y avoir des interactions? Est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle des synchronies? Parce qu'au mauvais moment pour la plante, la bébête, elle va être là, ou est-ce qu'à l'inverse, finalement, il va y avoir un décalage entre les deux parce qu'elles ne suivent pas le même cycle, ou elles ne répondent pas de la même manière, et peut-être l'un est trop précoce et l'autre trop tardif, et finalement, il y a une rupture là-dedans. Donc ça nous permet de travailler et d'explorer ces questions. Et ça nous permet aussi d'explorer des questions un peu plus... d'autres types de questions, notamment sur la variabilité intraspécifique. Là, je vous mets par exemple un travail de la Chambre d'agriculture, du Centrex, où il caractérise la variabilité de l'abricot, par exemple. Et là, vous avez 2 mois. En fait, vous, quand vous allez souvent acheter des fruits, vous prenez un fruit, pour certaines espèces, on connaît un peu les variétés, mais pour d'autres, on mange des pommes, ou on mange des poires, ou on mange des abricots. On n'est pas aussi pointu pour savoir quel type de variété on est. Mais pour autant, en fait, il y en a 2 mois, par exemple, dans cette collection, entre la variété qui démarre le plus tôt et la variété qui termine le plus tard. Et donc, vous voyez que finalement, ça permet d'avoir un espace très large. Et pour la vigne, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un modèle très simple
juste en se basant sur la température qui nous permet de classer plus d'une centaine de variétés et de regarder que la plus précoce et la plus tardive. Et avec ces classements, on peut se dire, à tel endroit, je vais pouvoir planter telle variété, à tel endroit, je ne vais pas pouvoir la planter parce qu'il va être trop en limite de répartition. Mais vous voyez que des fois, on se retrouve avec des choses un peu compliquées. Là, c'est la floraison de la vigne. Là, c'est la véraison, le changement des couleurs de la baie, quand elle bascule en rouge. Et on se retrouve que la variété qui est là, elle fait une floraison qui est plutôt précoce. Et vous voyez que, par exemple, quand elle doit changer de couleur, elle est plutôt tranquille. Et donc, finalement, elle prend son temps. Et donc, tout ça, en fait, ça nous montre la complexité que l'on doit gérer au niveau de la nature et que quelque chose qui est très clair à un moment donné n'est pas forcément aussi clair plus tard, parce qu'ici, autant elle sera très impactée ou pas du tout, parce qu'elle a une floraison précoce, alors qu'à l'inverse, ici, cette variété sera très impactée parce qu'elle a une véraison tardive. Voilà, on peut voir des choses qui nous questionnent par rapport à qu'est-ce qu'on devrait choisir demain, par exemple. Et donc, comment ça va affecter le changement climatique, la phénologie? Donc, je vais faire une petite... je vais vous présenter les grandes lignes et un peu quelque chose qui va changer un peu. Donc, déjà, comme j'ai dit, en fait, on a tous ces processus dans lesquels, en fait, on a l'automne, ce qu'on a vu tout à l'heure, les débourrements, parfois la floraison. Là, par exemple, c'est pour une espèce comme l'abricotier que la floraison arrive avant les débourrements. On a la maturité. Là, j'ai mis l'abricotier et là, j'ai mis, par exemple, un chêne. Et la sénescence. Et comme je disais tout à l'heure, on a les effets des différentes variables, la température, les températures froides, les températures chaudes, et l'effet de la photopériode. Alors, si on s'intéresse d'abord à cette phase, comment elle va changer dans l'avenir. Ce que l'on fait comme hypothèse, c'est le suivant. Actuellement, on a un climat qui est à peu près celui-là, donc on a une température dans les années 90, on avait à peu près ça, une dynamique de température qui était comme ça, et on va mettre un seuil de 5. Un seuil de 5, il est arbitraire dans cette image, mais c'est juste pour dire qu'en fait, s'il ne fait pas 5, dans un sens ou dans l'autre, la plante ne bouge pas. Quand il y a besoin de froid, il ne faut pas qu'il fasse plus chaud de 5. Quand il fait chaud, il faut qu'il fasse un peu plus que 5. Alors, on va le voir autrement. Là, par exemple, je tiens compte des températures froides. Et en fait, je sais qu'une espèce, quand elle va avoir ces volumes de températures froides, elle va faire la dormance. Voilà. Là, elle va lever la dormance, elle va avoir le signal dans lequel elle me dit l'hiver est en train de finir, j'ai cumulé mon froid, je sais que le chaud il va arriver, donc je peux me démarrer. Et derrière, je vais avoir les chauds. Et donc là, je vais commencer à tenir compte du chaud. Et là, je vais avoir la floraison. Voilà. Donc là, c'est le cycle tel qu'on l'a connu depuis des centaines d'années. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? Quand on a plus d'1,5 degré, en fait, on augmente, donc on a la température. On a toujours notre même seuil, parce que l'espèce, on ne l'a pas changé. Et par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a un peu moins de froid. On a cumulé un peu moins de froid parce que la température est montée. Donc finalement, ma dormance est arrivée, on va cumuler les chauds, ma floraison va arriver, mais en fait, on a vu quelque chose. C'est que d'une part, la dormance est arrivée un peu plus tard, parce qu'il a cumulé le froid, mais il est arrivé un peu plus tard. Je n'ai pas fait les mêmes cumuls. Et mon chaud, il est arrivé, et il est arrivé trop vite, et donc finalement, ça fait que les choses arrivent un peu plus tôt. Et si je pousse là encore à 2 degrés, et je fais le même processus, je vois que petit à petit, je suis vraiment à la limite d'arriver à cumuler mon froid. Donc je vais toujours avoir un peu de dormance. Par contre, mon chaud, je le cumule de plus en plus vite. Et finalement, je me retrouve que dans beaucoup de cas, je vais avoir un retard très fort de mes sorties, donc de quand je suis prêt. Et je vais avoir une avancée très forte aussi de mes floraisons. Mais dans certains cas, je peux avoir même un retard de ma floraison. Il y a des situations dans lesquelles, en fait, ça arrive tellement tard que dans les années 90, ma floraison est arrivée à peu près, en 2000, elle est arrivée là. Mais comme là, tout arrive plus tard, finalement, ma floraison, elle arrive encore plus tard. Donc il y a un truc un peu contradictoire. En fait, je m'attendais que tout avance, mais en fait, comme des trucs en hiver se passent avec des températures trop chaudes, finalement, ça se retarde. Donc ça, c'est des choses qu'on peut s'attendre. Et quelle est la situation la pire? C'est qu'on n'est plus du tout dans la zone dans laquelle on cumule le froid nécessaire. Et dans ces cas-là, pas de floraison. Et ça, c'est des choses qu'on commence à voir déjà. C'est des choses dans lesquelles, en fait, on est dans des écosystèmes dans lesquels la plante n'a plus ces signaux dont il a besoin pour pouvoir démarrer et pouvoir démarrer au printemps. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple. C'est par rapport à la maturité. Donc, je vous ai montré, là, c'est la dormance. Donc, comment on démarre les cycles
au début du printemps. Et là, vous avez la maturité. Alors, la maturité, c'est que vous avez là, c'est 4 lignes. Ça correspond à ces différentes décades. Donc, les années 70, 80, 90, 5 lignes, pardon. Et 2010. Donc, vous savez là. Là, avec un modèle, on a simulé chacun des stades. Donc, on a utilisé les modèles mathématiques et on l'a dit, dis-moi quand c'est le débourrement. Ah, bah, le débourrement, c'est là. La floraison, c'est là. Les changements des couleurs de la baie, eh ben, c'est là. Et la récolte, c'est là. Et qu'est-ce qu'on a observé? La première chose qu'on a observée, c'est que grâce à toutes ces données qu'on a combinées, mais qu'on a confortées après avec des modélisations aussi, ben on voit que la récolte, elle a avancé pratiquement la maturité était entre les 15 août et les 15 septembre dans les années 70. Et maintenant, elle est que courant août. Donc en fait, si je fais comme ça, en fait, cette période-là, dans les années 70, maintenant, elle est là-haut. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la maturité, finalement, elle s'est passée à une période qui est encore plus chaude qu'avant. Donc déjà, je suis passé au moment le plus chaud de l'année. Avant, c'était plutôt fin août, septembre. Donc il faisait moins chaud que pendant le mois d'août. Maintenant, en fait, elle se passe tout le temps au mois d'août. Et en plus, en fait, comme on a eu une augmentation de la température, en fait, on a un double effet. Et donc, en fait, vous le savez, vous avez écouté la présentation de Valérie Masson-Delmotte il y a 2-3 semaines. Elle nous a dit qu'on est à plus 2 degrés de température en augmentation. Et bien là, je vous mets, on est à plus 4. En raison, par son déplacement au niveau du cycle, par rapport à sa phénologie, sa maturité, elle l'a fait avec 4 degrés de plus de température que ce qu'elle le faisait dans les années 70. Et on va voir que ça a des conséquences. Donc, juste un récapitulatif, l'importance de la température, d'autres facteurs, les interactions entre stades, que c'est des processus parfois qui sont difficiles, parce que la dormance, je ne me suis pas attardé, mais ils sont compliqués à regarder, et qu'on a des effets directs. Et ça, on va le voir maintenant, grâce au modèle. Alors, pour finir cette deuxième séquence, qu'est-ce que nous avons déjà observé? Parce que là, je vous ai parlé beaucoup des théories et des bio. Première chose qu'on a observée, c'est que c'est quelque chose qui est de façon générale. Alors, tout à l'heure, je vous ai montré les dates des vendanges. En fait, il y a d'autres communautés qui sont notées des stades phénologiques depuis plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Là, concrètement, vous avez les 5 séries les plus longues que l'on a actuellement dans la communauté scientifique. La floraison du cerisier en Suisse, la floraison de plusieurs espèces en Chine, la floraison et le débourrement du châtaignier en Suisse, la sortie aussi en Angleterre du chêne, et la série la plus longue que l'on a aujourd'hui au niveau mondial, c'est la série des floraisons du cerisier au Japon. Alors là, vous avez la version courte, qui commence en 1500, parce que là, tous les données ils sont homogénéisées par 1500. Là, vous avez la série longue, qui commence en 800. On a noté les dates de floraison du cerisier depuis pratiquement le 9e siècle. Bon, pas nous, les collègues japonais, les Japonais qui étaient sur place, ils ont noté ces dates. Et en fait, en notant, aujourd'hui, ça nous permet de faire des études. Et en fait, une des choses que l'on voit, c'est qu'en fait, quand on regarde là, avant les années 50, la période de 1950-1984 et 1985-2020, on voit qu'en fait, on a des avancées de plusieurs jours, parfois 30 jours, vous voyez là, dès cet stade et avec des évolutions qui sont marquées. Parfois un peu moins entre les différents stades. Là on voit qu'on a une rupture assez marquée. Là, on voit qu'il y en a moins entre ces deux phases. Et là, par contre, on voit qu'on a une rupture entre les trois. Et on a pu faire aussi un lien avec la température vécue par ces plantes juste avant. Ce qui, d'une façon indirecte, derrière, il nous permettrait de comprendre quelle avait été la température de toutes ces séries de données qu'on avait là. Donc déjà, elle nous montre qu'on a une nette augmentation de la température à la sortie de l'hiver, partout, et toutes les espèces qu'on a des données, ils nous ont permis de la mesurer. En France, en regardant les données des tempos, on a choisi un groupe d'espèces, les noisetiers, les lilas, la vigne, le pommier et le bouleau. On s'est intéressé à 5 stades, la floraison du noisetier, du lilas, de la vigne, la maturité du pommier et le changement de couleur du bouleau. Et en fait, là, vous avez les données avant 91, donc c'est la première valeur de chacun, et là, vous avez les valeurs après 91. En fait, on voit, là, c'est les calendriers, entre 0 et 365, on voit qu'on a avancé partout. On a avancé environ 2 à 4 jours par décennie, donc ce qui équivaut sur 60 ans entre 12 et 24 jours par espèce. Donc, vous voyez qu'en fait,
Grosso modo, si je vous le traduis autrement, vos grands-parents, la phénologie, les stades saisonniers qu'ils ont vus, les floraisons, les changements des couleurs, ben, dans certains cas, ils les ont vus un mois plus tard que ce que vous les voyez aujourd'hui. Dans certains cas et dans certaines régions. Parfois plus, parce que là, c'est la moyenne française. Mais on a des fois des valeurs qui sont assez particulières. Et en plus, on a un gradient nord-sud. Dans les nord, ils vont plus vite, tous ces changements, que dans les sud. Là, je vous ai montré tout à l'heure, donc avec les données des vendanges que je vous ai montrées, ben, on a pu suivre l'évolution et on a pu caractériser des années qui étaient chaudes par le passé et des années qui étaient froides. Donc ça nous a permis de mieux comprendre, mais on a vu que depuis 500 ans qu'on avait récupéré des données et qu'on avait pu retravailler, en fait, les dernières années qu'on avait des données, là c'était en 2009-2010 quand on avait travaillé, ben, 2003 c'était exceptionnel, hein, en demi-millénaire on n'en avait pas eu une autre année pareille. Et en plus, bah, depuis, on a continué. Là, vous avez la même chose, des stades de phénologie de la vigne en Alsace et aussi en Champagne. Et on voit que si ça, c'est le calendrier, les 60 dernières années, ça, c'est les dates de vendange. Bah, en Champagne, on vendangeait plutôt à la fin septembre. Et maintenant, petit à petit, en fait, on voit qu'on vendange parfois début septembre, voire fin août. Et donc, voilà, ça commence vraiment à changer les calendriers. Et les dates des semis et les récoltes du blé, bah, là c'est un exemple, mais bah, on voit que par exemple, il y a eu des changements. Là, c'est les dates des semis. Donc il y a eu des ajustements qui sont faits par les agriculteurs, par les dates des semis. Mais on voit que par contre, les dates des récoltes, des moissons, ils sont de plus en plus tôt. Et cet été, sauf erreur de ma part, on a battu tous les records des dates des moissons précoces en fait. On n'avait jamais eu des dates aussi précoces parce que le printemps, il a été extrêmement chaud entre les mois d'avril et les mois de mai. Il y a des collègues suisses qui ont étudié toutes ces données que j'ai montrées tout à l'heure, en fait, à partir de ces programmes de sciences participatives et d'autres sources, ils ont étudié comment ça s'est comporté la phénologie dans les Alpes. Et donc, ils ont vu, en fait, là, vous avez les changements par décade, un nombre de jours par groupe d'espèces. Donc là, c'est les oiseaux qui sont résidents, les amphibiens, les insectes semi-aquatiques, les oiseaux qui font des migrations à longue distance, et les plantes ligneuses, les herbacées, les oiseaux qui font des migrations à courte distance, les reptiles et les insectes terrestres. Et vous voyez qu'en fait, vous n'avez pas du tout les mêmes comportements selon les espèces. On a des espèces qui ont été très affectées par l'augmentation de la température, avec des réponses qui parfois elles sont nulles, comme c'est le cas des amphibiens. Hein. On voit qu'on a une variabilité, mais on reste sans trop de changements, alors qu'on a d'autres qui sont avancés jusqu'à 5 jours, voire plus, tous les décades, donc tous les 10 ans, leur date d'apparition, par exemple. On voit aussi qu'on a des changements d'abondance, donc les espèces, elles peuvent migrer. Je vous ai dit que la phénologie nous apprenait des choses sur la distribution d'espèces. Bah, il fait moins froid dans les hautes altitudes de la montagne, donc les espèces, petit à petit, on voit une évolution de l'abondance, on voit de plus en plus, et on voit aussi comment elles ont évolué au cours du temps, par mètre dans les dernières décades. Donc en fait, la limite supérieure, on voit qu'avant elle était à une certaine hauteur et maintenant, ben, les insectes, vraiment, ils poussent leurs limites, mais ce n'est pas qu'ils sont devenus capables de supporter des températures plus froides, c'est que les températures sont plus chaudes, donc ils colonisent des espaces différemment. Et il y a d'autres, par contre, ben, qu'on ne voit pas des changements majeurs. Si on s'intéresse à l'agriculture, et notamment en lien avec ce que je viens de vous expliquer, sur l'augmentation de la température pendant les processus, ben voilà la conséquence directe. En fait, vous avez une augmentation d'être 2, voire 3, voire 4 degrés d'alcool en 40 ans, pratiquement 1 degré d'alcool tous les 10 ans dans les raisins. En fait, c'est la quantité de sucre que l'on trouve dans les raisins qui derrière va se transformer en alcool. Donc on a cumulé pratiquement l'équivalent de 4 degrés d'alcool. Alors pour vous donner les chiffres en sucre, en fait, un degré d'alcool, c'est environ 17 grammes de sucre. 17 grammes de sucre. C'est 3 morceaux de sucre. Donc en 40 ans, on a rajouté pratiquement 12 grammes de sucre dans les raisins, parce qu'en fait, les conditions elles sont aumentées, les températures elles sont aumentées, donc ça a permis de cumuler ces sucres. Et en parallèle, on a la diminution de l'acidité. L'acidité, elle se dégrade avec la teneur, avec les températures élevées, donc on voit qu'on a une diminution de l'acidité. Donc on a ça, ces types de données, on les a obtenus un peu dans tous les vignobles. Mais on voit aussi que les cycles ils se produisent à des moments différents. Les températures, elles s'affectent aussi parfois la qualité des fruits. On a de plus en plus des problèmes de cerises doubles qui apparaissent parce qu'il fait trop chaud au moment de la floraison. On a des problèmes de coloration des agrumes.
Les agrumes, ils ont besoin de froid pour changer les couleurs. On va rentrer maintenant dans la période dans laquelle les agrumes ils vont commencer à arriver. Vous voyez arriver parfois des agrumes qui sont très verts. En fait, ils sont très verts parce qu'il n'a pas fait assez froid. Et donc, en fait, ce que l'on voit, c'est que c'est froid et il arrive à des moments dans lesquels il aurait changé. Et donc, pour la production et la vente, ça peut poser des problèmes. Et on voit des questions autour de la répartition des espèces. Alors là, vous avez la carte historique, on va dire, des répartitions que l'on pouvait s'attendre jusqu'à il y a une dizaine d'années des vignobles en Europe. Et notamment, tout ce que vous voyez en couleur, c'est des zones dans lesquelles on était en conditions favorables pour faire de la viticulture, par exemple. Et là, vous avez ce travail qui est de 2002, il projetait déjà en se disant, dans les prochaines années, potentiellement, il va y avoir toutes ces zones en rouge qui pourraient devenir potentiellement intéressantes. Et bien là, vous avez 3 vignobles qui sont en cours de développement. Aujourd'hui, les vignobles britanniques, qui avaient déjà existé mais qui ne s'étaient pas trop développés. Les vignobles ça c'est les vignobles de Bretagne, qui a existé mais qui aujourd'hui est en train de se développer, les vignobles anglais, et notamment aussi les vignobles suédois, qui aujourd'hui comptent déjà 13 et une vingtaine d'exploitations qui se sont lancées dans la viticulture. Alors, c'est tout petit, hein, mais n'empêche qu'en fait, c'est des gens qui se projettent déjà dans la répartition. Et là, vous avez plein d'espèces qui sont en cours d'exploration par des agriculteurs qui veulent explorer si c'est faisable. Des espèces qui ne viennent pas forcément de nos régions à la base, mais qu'on tente. Des fois, parce qu'on retrouve un peu le même climat, et on se dit que c'est une opportunité au niveau de la diversification, mais comme vous pouvez voir, dans les suds, on peut retrouver des espèces qui ne viennent vraiment pas de nos conditions climatiques de base, et qu'on teste à voir si on ne pourrait pas faire des cultures tropicales. Donc et ça, c'est vraiment parce qu'on peut faire des cycles. Je reviens à nouveau au sujet de la discussion, de la conférence, c'est que ce qui nous intéresse, c'est les cycles saisonniers, et là, on voit que ça est en train de se produire. Et un élément qui voulait attirer l'attention, c'est qu'on commence à voir aussi des problèmes de la synchronie. Je disais tout à l'heure, en fait, il peut y avoir des problèmes entre 2 espèces, entre 2 groupes d'espèces. Là, vous voyez que, par exemple, des oiseaux qu'on pourrait faire une hypothèse qui vont manger des insectes, on voit que, par exemple, les oiseaux, ils ne sont pas trop changés leur cycle. Par contre, les insectes, ils sont beaucoup avancés leur cycle. Donc, on peut se retrouver à un moment donné avec des problèmes de disponibilité de nourriture pour l'oiseau, parce que finalement, quand il fait ses pontes, il n'y a pas assez de larves ou assez d'insectes qu'il pourrait donner à ces oisillons. Voilà, je fais une pause. Et si vous avez des questions, volontiers, il faut clarifier des choses. Et après, on rentrera dans la dernière phase. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas des espèces qui s'adaptent au réchauffement climatique et donc on ne voit pas ce genre de comportement Là, on peut faire l'hypothèse quand on a des espèces qui n'ont pas bougé, alors qu'ils ont vécu les mêmes évolutions des températures que les autres, en fait. On voit que probablement, au niveau des populations, et notamment avec des espèces animales, végétales aussi, on voit qu'il y a une sélection qui se fait, parce que finalement, elles arrivent à avoir les cycles qui peuvent se produire dans la continuité, et finalement, on garde que les individus qui sont adaptés au nouveau cycle. Donc il faut voir que, par exemple, tout ce qui va être insectes, plantes, la problématique, ça va être plutôt avec les plantes ligneuses. Un arbre, il ne peut pas se renouveler à la même vitesse qu'un insecte, comme je vous ai dit, certaines espèces, il peut faire 3 générations. Donc lui, il va garder un certain trait, par exemple. Mais si, on les voit des adaptations dans lesquelles on voit qu'on n'a pas de changement et que la température a augmenté, mais eux, ils ne sont pas bougés leur cycle. Ou vice-versa, en fait. Il y a dans les deux sens. Oui. Je profite pour voir vite fait. Parlons du bouleversement de cycle au niveau des plantes, notamment au niveau du raisin que vous avez déjà beaucoup étudié. Est-ce que ce bouleversement de cycle a-t-il de conséquences sur le rendement? Alors, sur les rendements, pas forcément. Pas forcément. Vraiment, là où on voit des signaux forts, pour toutes les cultures, c'est vraiment sur la qualité, et plutôt que sur les rendements. Il y a des travaux, par exemple, plus que sur la vigne, qu'on voit moins ça, parce que c'est une culture qui est très encadrée, notamment par rapport à tout ce qui est les appellations d'origine. Donc, ce n'est pas une espèce, en tout cas en France, que l'on va pousser à la production. On va chercher toujours un équilibre entre la qualité et la production. Et aujourd'hui, on est souvent dans certains vignobles dans un déficit de capacité de production. On pourrait produire plus, mais on n'arrive pas à produire parce que les conditions climatiques ils sont affectées la production. Donc, et la phénologie, elle a pu jouer parfois, à certains moments, par un type d'événement qu'on appelle par exemple la coulure,
c'est quand on a la fleur et qu'on va avoir la fleur qui va s'auto-fertiliser, donc qui va faire la baie. Bah, en fait, il y a à ces moments-là, on peut avoir ce qu'on appelle des avortements. La fleur, elle n'est pas bien fertilisée, donc elle va tomber. Et donc, si les conditions climatiques, elles ne sont pas favorables au moment où les fruits se mettent en place, et ça dépend beaucoup de quand ça tombe, en fait, là on a un effet de la phénologie, on peut avoir un effet. Mais il est difficile à extraire de la production en tant que telle. C'est plutôt les accidents. Et on a eu un effet direct, je dirais, le seul effet direct marqué que l'on a eu jusqu'à maintenant, c'est les gels. Et c'est l'effet que, par exemple, en 2021, on a eu un hiver qui était froid. Donc, on avait rempli toute la partie bleue de ma courbe. C'était bon. Et la partie rouge, elle a été extrêmement forte. Donc, en fait, la vigne, elle a reçu un signal disant « c'est bon, on peut y aller, je vais débourrer ». En fait, le problème, c'est qu'elle a débourré beaucoup plus tôt que d'habitude. Et le problème, c'est que le gel est arrivé après qu'elle avait déjà débourré. Et donc ça a détruit, en plus ça a été au niveau national, ça a détruit une surface énorme. Et là, oui, là on a une perte des productions parce qu'on a perdu la récolte de l'année. En gros, il y en a eu plein de parcelles qui n'ont pas pu être sauvées et qu'il a fallu. Mais c'est un signal qu'on voit moins marqué, on va dire, sous la continuité, comme je vous ai montré par rapport à la teneur en sucre, l'acidité, que là on voit vraiment un lien fort d'évolution avec l'augmentation et les changements du cycle qui tombent dans des périodes plus chaudes et combinés avec la température. Et ça, c'est vraiment la qualité, c'est vraiment un des facteurs que l'on a vu les plus marqués en fait. Mais aujourd'hui, les agriculteurs, ils trouvent des solutions. Hein, ils arrivent à trouver des itinéraires qui leur permettent d'essayer d'éviter autant que possible ça. Des fois, c'est pas possible, mais la plupart des fois, ils essayent d'adapter tout ça. Et ils sont en première ligne en train de faire des adaptations. On viendra après. Est-ce qu'au niveau de modèles de prédiction, est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des expériences qui ont été menées sur la capacité de prévoir, de proposer une prévision agroclimatique d'une saison agricole, bien d'un calendrier? Oui, et c'est plutôt les données climatiques dont on va parler là, parce qu'en fait, les modèles en tant que tels, les modèles qui reproduisent les cycles, ils vont être les mêmes que l'on essaye de simuler ce qui va se passer demain, dans 3 mois, dans un an, ou dans les prédictions avec le climat futur qu'on va y aller jusqu'à la fin du cycle. C'est les mêmes modèles que l'on va utiliser. Là où on rentre dans l'incertitude, c'est que les prévisions saisonnières, aujourd'hui, on a parfois beaucoup de difficultés à avoir des signaux clairs qui nous permettent de dire « Ah, on va avoir telle période, ça va être plus précoce ou ça va être plus tardif », parce que ces modèles de prévision, ils donnent des gammes d'incertitudes qui sont parfois très larges. Mais ce n'est pas tellement lié au modèle phénologique, mais c'est plutôt à la donnée d'entrée, que ça va être les données saisonnières. Et voilà, des fois ça marche très bien, et des fois il y en a plus de bruit, notamment en France par rapport à notre positionnement en fait. Mais voilà. On parle d'avancée à chaque fois, donc des floraisons, mais est-ce qu'on observe déjà des espèces qui auraient disparu finalement? Alors, qui ont disparu, non. Je n'ai pas connaissance. Qui ont retardé leur floraison par les problèmes dont je vous ai parlé, qu'en fait il ne fait pas assez froid, ou le froid il s'étale trop longtemps et finalement les choses se retardent à cause du froid d'hiver qui est très faible, oui, ça on commence à l'observer. Disons que la zone de Nîmes, c'est pour nous actuellement une zone plateau. On a arrêté d'avancer et on se stabilise. Donc on suppose que dans pas longtemps, on va commencer déjà vraiment à voir clairement qu'on retarde. Si on va plus au sud, en Espagne, on a déjà les premières séries de données où on voit clairement un retard de la floraison de quelques espèces dans le sud de l'Espagne. Et là, c'est vraiment, l'hypothèse forte, c'est que c'est vraiment dû à ce manque de froid, à ce froid qui est trop faible et trop étalé pendant l'hiver, et que finalement, les chauds, il ne permet pas de compenser plus tard. Donc ça, on va aller voir. Ça, c'est des observations qu'on commence déjà à faire. Mais pas de disparition d'espèces dues à ça. En tout cas, je n'ai pas connaissance. C'est bon? Allez, on continue.
Donc on rentre un peu dans la dernière étape, la fin, en fait. Et demain, qu'est-ce qu'on s'attend à voir? Demain, et comment on va essayer de s'adapter aussi, et quelques perspectives. Donc demain, on a les cycles que je vous ai montrés tout à l'heure, avec les différentes étapes. Ce que l'on voit, c'est ce qu'on vient d'évoquer, des floraisons qui vont arriver de plus en plus tôt. Et donc en fait, pendant une certaine période, qui peut être n'est pas trop longue finalement, mais qui nous met en danger, on a un risque de gel qui est accru en fait. Parce que même si les risques de gel en tant que tels, les dates avec des températures inférieures à zéro, avec les changements climatiques, on voit qu'elles diminuent chaque année, malheureusement, en fait, il y en a certains qui vont rester, et la végétation, elle avance trop vite, et ces dates, elles restent. Donc on a des risques de gel qui, dans certains moments, ils sont accrus. On a des risques de températures trop fortes à des moments de développement de la plante qu'on ne s'attendait pas. En Espagne, on a déjà fait des études, on voit qu'en fait, on va avoir des problèmes des qualités des floraisons. Un peu une floribondité, une qualité des floraisons qui ne va pas permettre de faire des fruits, parce que les températures elles vont être trop élevées et les pollens ne vont pas être dans de bonnes conditions. Et après, on va avoir des problèmes au niveau des les cycles, ils arrivent trop tôt, ou même ils se produisent pendant trop longtemps, et donc ça nous expose à des températures élevées. Et un élément dont on y parlerai à la fin, c'est qu'en fait, on commence à voir, par rapport à ces conditions un peu chaudes, des floraisons qui arrivent maintenant, alors qu'elles ne devraient pas arriver. Et si on va plus loin avec un réchauffement qui continue à augmenter, on a les risques dont j'ai évoqué tout à l'heure, pas de dormance, un risque éventuellement plus faible des gels, mais on va avoir un peu un rééquilibrage, certainement des problèmes au niveau des floraisons qui vont se produire, et une augmentation notamment des risques d'exposition à des températures très élevées. Et c'est ce que l'on comprend et ce que l'on commence à échanger avec des professionnels, en tout cas ce qui concerne notamment des espèces cultivées, des risques de floraison. Alors là, quand c'est ponctuel, c'est une fleur dans un arbre, ça ne pose pas de problème. Mais si on se retrouve avec des champs entiers qui fleurissent au mois d'octobre, en fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fleurs, c'était celles qui devaient avoir lieu au mois de mars. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas de fruits au mois de mars. Donc c'est la perte complète de la production, parce que ces fleurs, de toute façon, elles ne passeront pas l'hiver. Donc c'est vraiment des questions que l'on commence à travailler et qu'on essaye de voir comment on peut trouver des solutions. Il y a des travaux qui sont explorés, comment les changements climatiques avaient ou allaient faire évoluer. Là, vous avez une carte synthétique de la répartition de la vigne à travers le monde. Et c'est une synthèse des travaux, des recherches qui avaient été faits par plein d'équipes. Et cet article est produit par nos collègues de Bordeaux. Et donc, en fait, tout ce travail, en fait, il montre qu'à gauche, c'est quand on a un réchauffement des 0 et 2 degrés. À droite, c'est entre 2 et 4. Vous voyez que vous avez plein de vignobles dans le sud que les risques hauts d'inéquation, c'est-à-dire qu'en fait, on va être vraiment en difficulté de pouvoir maintenir cette culture dans tous ces territoires du sud, notamment si on est avec des augmentations entre 2 et 4. Et par contre, on voit apparaître, et donc là, c'est la couleur violette. En fait, quand c'est comme ça, c'est qu'en gros, c'est des territoires qui commencent à être intéressants pour la viticulture. Donc on voit que cette évolution des répartitions, elle va pouvoir y aller, Danemark, là c'est la Suède, là on va y aller au nord de l'Angleterre, là c'était le sud, mais là on part vraiment déjà en Écosse pour pouvoir éventuellement, potentiellement faire de la viticulture. Nous, dans mon équipe, on a travaillé aussi sur l'effet de la variété au niveau de la croissance, donc c'est un travail avec Nathalie, et en fait on a regardé comment des variétés pouvaient affecter à différents horizons, à différents moments, selon différents scénarios, leur risque, enfin, l'augmentation ou la diminution des risques auxquels ils allaient être confrontés. Donc là, c'est le nombre d'années sur 10 qu'on pourrait avoir un risque thermique. Là, c'est le nombre d'années sur 10 qu'on pourrait avoir un déficit hydrique. Et là, c'est quand on combine les deux. Et là, vous voyez qu'on a des territoires où, voilà, pour les blés, à certains horizons, on voit qu'on va avoir des difficultés à pouvoir les maintenir parce qu'on va avoir une augmentation. Et en fait, on voit que la phénologie, donc les choix de la variété, va pouvoir jouer un rôle pour échapper, améliorer, trouver des opportunités face à ces situations. Donc on va jouer sur cette variabilité. Et enfin, on a aussi d'autres questions comme la répartition des espèces. Là, vous avez une carte de la FAO où vous voyez par type des cycles. Donc là, vous avez triple culture, donc vous avez des territoires où à l'avenir, tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas cultivé, c'est trop froid. Déjà, on sait que techniquement, ça serait possible de pouvoir compléter un cycle de développement. Donc, c'est ça qui nous met aussi dans des questions de géopolitique, avec le nord de la Russie, mais aussi du Canada, qui se questionne là-dessus. Et là, je reviens un peu à mon interaction vigne et petit papillon, l'Obesia botrana, qui en fait, dans le passé, dans les années 2010, on pouvait comptabiliser jusqu'à 4 cycles de ces papillons dans le sud de l'Espagne.
Et dans l'avenir, en fait, on n'aura que 3 parce que les températures elles seront trop chaudes. Donc, en fait, les papillons ils seront affectés et il ne pourra pas faire un 4e cycle. Par contre, on voit que dans les Nord, où auparavant on ne pouvait pas forcément faire plus de 2 cycles, bah là, par contre, on pourra faire 3. Donc, on a un peu des situations contrastées. Oui, on va pouvoir faire de la vigne dans des territoires où on ne pouvait pas faire dans les passés, mais par contre, on va se retrouver avec des pressions qu'on n'avait pas par les passés. Parce qu'en fait, il va y avoir potentiellement une migration aussi des pathogènes ou des problèmes que l'on a parlé. Et on utilise la phénologie comme levier d'adaptation. En fait, dans nos travaux de recherche que l'on porte dans mon équipe, mais en général à INRAE, on s'appuie beaucoup sur cet schéma pour comprendre comment il faut se projeter dans l'adaptation. En fait, actuellement, on a travaillé dans un système qui est à peu près comme ça. On n'avait pas forcément une tendance marquée jusqu'à les années 2000. En fait, ce n'était pas pris en compte. On avait une variabilité interannuelle et on avait notamment des situations extrêmes qui pouvaient arriver. Mais c'était ponctuel. Ce n'était pas quelque chose de quotidien avec une fréquence élevée. Là où on se situe notre travail, c'est dans la notion de l'adaptation de fond. C'est-à-dire qu'il va falloir s'adapter à la tendance, il va falloir s'adapter à la variabilité interannuelle et il va falloir prendre en compte les extrêmes. Et il va falloir prendre en compte le fait qu'un extrême du passé va devenir la norme dans le futur. Et donc on essaie de trouver comment travailler dans ce cadre, qui pour nous, elle est un peu ce qui nous anime en fait pour trouver des solutions. Et donc en fait, on essaie de trouver comment adapter nos agroécosystèmes à ces 3 contraintes qui émergent et qui sont en parallèle et en continu. Alors, il y a plein de travaux, je vais m'attarder sur 2-3 travaux qu'on a réalisés dans notre équipe. Par exemple, un des effets leviers qu'on a cherché à mobiliser pour nos réflexions, c'est la variabilité intraspécifique. Alors, ce qu'on appelle la variabilité intraspécifique, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure de l'abricot, c'est-à-dire et de la vigne. C'est-à-dire que pour une espèce, on a 2 mois ou 3 mois de variabilité pour un stade phénologique. On a essayé d'étudier ça à l'échelle de la vigne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des vignes du monde viennent d'Europe. Ce qu'on cultive à travers le monde, ça vient d'Europe. Et en fait, tout ce qu'on cultive vient majoritairement de France, Espagne, Italie. Ces espèces-là, aujourd'hui, on a une collection d'environ 7000 cépages. C'est beaucoup, 7000 cépages, finalement, quand on y pense. Mais sur ces 7000 cépages, 10 couvrent 40% de la surface mondiale. Finalement, on utilise très peu pour une grosse partie de la surface mondiale. On a certains pays dans lesquels on utilise un cépage qui couvre 95% de la surface du pays. Un seul cépage. Et quand on regarde la France, qui vient de vous dire on a une richesse énorme, en fait, 20 cépages couvrent à peu près 90% du territoire viticole. 20 cépages. Je viens de vous dire on a 7000. Donc on essaie d'amener, et c'est un travail en cours, et c'est déjà même mis en pratique par les viticulteurs et par les associations. Là, quand on le représente, là, vous avez la variabilité de mes 10 variétés, les 10 variétés qui couvrent 40% à peu près. Et là, vous avez la variabilité existante. Donc déjà, on s'est dit, on a un énorme potentiel. Tout à l'heure, on a vu, on tombe à telle date, finalement, on est coincé, on monte de 4 degrés. En fait, si on tapait plutôt dans des variétés qui se trouvent là, ou même là, finalement, on pourrait avoir des conditions pour la maturité qui seraient différentes. Et même, si on regarde des choses autour de l'eau, on se rend compte qu'il y a des cépages qui, finalement, ils sont une efficience d'utilisation de l'eau qui est plus élevée que, par exemple, les cépages que l'on cultive à travers le monde. Alors, si on les cultive, il y a une raison. Ils sont très bons. Il ne faut pas non plus perdre de vue que des trucs qu'on ne cultive pas et qu'on a éliminés il y a 150 ans, c'est parce que c'était vraiment pas bon. Mais dans certains cas. Mais il y a aussi des choses qui se sont construites avec des modes et que finalement, on continue à pousser la mode. Donc, déjà, on a cette variabilité qui nous permettrait d'aller plus loin. Alors, on a essayé de comprendre, et là, on a mis en place un modèle. Donc, on a construit un modèle qui nous permettait de simuler la totalité de la phénologie de la plante. Et en fait, ce qui nous a permis d'explorer, c'était est-ce que si on utilise cette diversité, est-ce qu'on est au plus ou moins capable de s'adapter? Est-ce qu'on va avoir plus de souplesse? Est-ce que c'est vraiment une bonne stratégie d'adaptation? Et on a vu que dans certains territoires, en fait, quand on regarde ça, donc là, je ne peux pas planter 8 cépages parce qu'en fait, il n'y arrive pas à faire des cycles. Et là, je peux faire 8 cépages. Les verts, c'est plutôt positif. Là, c'est négatif. Et là, c'est quand je suis vraiment, je perds tout, quoi, là, en noir. Et donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, dans les suds, on avait de la marge de manœuvre.
On n'était pas dans la totalité des cépages. On devait chercher les cépages qui étaient bien adaptés. Mais on a vu aussi que dans les Nord, on gagnait aussi en adaptation. En fait, on pouvait augmenter certaines choses. Et là, on voit que, par exemple, certains cépages, on voyait, par exemple, en France, on avait la possibilité d'augmenter la surface en Grenache, que c'est un cépage du sud, on peut envoyer vers le nord. Et par contre, des cépages comme le pinot noir, il apparaissait comme quoi il pouvait éventuellement perdre un peu. Voilà. Donc, on pouvait trouver des tendances différentes. Alors, par rapport à la surface d'origine, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est juste pour dire qu'en fait, on pouvait jouer avec ces leviers et on avait la capacité de quantifier, c'est par rapport à une question que vous m'avez posée, de quantifier en quoi la phénologie était un levier d'adaptation quand on joue avec un échantillon des 8 cépages, les 8 cépages les plus importants. Mais bon, comme je dis tout à l'heure, il ne faut pas perdre de vue que des fois, on a besoin de garder en tête qu'ils doivent être bons, parce que pas juste le fait qu'ils soient bien placés au niveau du cycle. Et donc là, je vous mets juste pour exemple, c'est que quand je prends un cépage qui est plutôt tardif au niveau de la date de véraison, il a une vitesse de maturation plutôt élevée, mais par contre, il produit pas beaucoup d'acide de ce type et pas beaucoup d'acide de ce type, et en plus, elle est moyennement sensible. Donc ça, c'est peut-être une caractéristique intéressante. Mais il y a un cépage qui est plutôt très précoce. Par contre, il a une vitesse de maturation et par contre, il est très, très peu sensible à telle maladie. Donc en fait, quand on cherche à mobiliser cette variabilité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul facteur. La phénologie, c'est le facteur d'entrée. Est-ce qu'on peut faire son cycle? Mais après, il va falloir y aller regarder plein d'autres choses. Est-ce que la qualité? Est-ce que les rendements? Est-ce que la résistance à certains pathogènes? Est-ce qu'elle va avoir un comportement correct vis-à-vis de la disponibilité en eau? Donc ça, c'est des choses que l'on essaye de caractériser. Moi, mes collègues généticiens, je ne pense pas dire des bêtises, mais quand ils cherchent, enfin, pas les généticiens, mais les collègues qui travaillent sur les variétés des différentes espèces, quand ils regardent peut-être 30 ou 40 caractères en parallèle, pas juste la floraison ou pas juste la maturité. Et il faut que la nouvelle variété réponde bien à ces 30 ou 40 caractères. Mais le point d'entrée, c'est est-ce qu'elle peut faire des cycles. Et donc, en agronomie, dans les agroécosystèmes, on travaille sur tout ce qui est pratiques agronomiques, donc plein de choses qui peuvent être mobilisées. Pour les grandes cultures, ça va être les dates de semis, par exemple, quand on va s'aimer pour essayer d'échapper à certains processus. Comme je viens de dire, on a toute la notion de sélection, mais on a aussi beaucoup de questions autour de la diversification, du paysage, d'exploitation, de l'introduction des vieilles ou des espèces qui viennent d'ailleurs, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train d'explorer actuellement et d'essayer de comprendre est-ce qu'elles auraient un intérêt dans les productions en France, mais aussi au niveau des territoires. Là, par exemple, est-ce qu'il y en a des zones dans ces territoires qui seraient intéressantes pour implanter de nouvelles cultures ou pas? Parce que finalement, les conditions, elles sont de la faisabilité. Alors, je vais finir avec quelques conclusions et perspectives, et surtout, je vais essayer de vous motiver à observer la phénologie. Donc, 2-3 diapos, vous pouvez essayer. Donc, juste rappeler qu'en conclusion, ça a été un indicateur du climat, et qu'en fait, même si on ne s'est pas forcément rendu compte, il a toujours été là, et il nous a informé de plein de choses sur les risques, sur l'environnement. Et moi, quand j'ai commencé à travailler sur cette thématique, j'arrivais, je pense que comme vous, j'espère que maintenant vous êtes des phénologues experts, et que vous allez rentrer à la maison et vous allez pouvoir expliquer, raconter plein d'anecdotes dans les dîners avec les copains. Mais n'empêche que moi, ce qui m'a ouvert, c'est à mon environnement. D'un coup, l'arbre qui était en face de la porte de ma maison, d'un coup, il a pris une autre ampleur. D'un coup, il a pris un signal. C'est mon thermomètre du matin quand je regarde si les choses y vont bien. Donc déjà, ça, rendez-vous compte de votre environnement, qu'il est très riche, plus riche que ce que l'on regarde au quotidien, et ça nous renseigne beaucoup. Et il nous renseigne, comme je disais, sur la capacité. Et on a, comme on voit, plein de travail encore à faire, que ce soit sur l'observation, sur les données, sur les méthodes. On a parlé tout à l'heure des IA, tous les modèles. Et on travaille encore sur les projets des sciences et recherches participatives. J'ai mis 3-4 papiers, juste pour évoquer, s'il y a peut-être des chercheurs en germe dans la salle et qui sont motivés par les sciences environnementales et qui voudraient s'élever à des questions, on a plein de questions. Et par exemple, des questions autour de comment les gels tardifs affectent le fonctionnement et les cycles du carbone, et notamment, est-ce que les cycles est bien fait, comment il s'est fait. Et donc ça, c'est des choses, ça c'est un travail où il y a, si je ne me trompe pas, il y a Philippe Sier qui a participé. Donc des travaux de modélisation, mais dans lesquels on intègre aussi beaucoup de données. Des approches hybrides de modélisation, dans lesquelles on commence à interconnecter les modèles numériques basés dans les processus dont je vous ai parlé tout à l'heure,
qui ont décrit des équations par rapport à la réponse à l'environnement, mais avec des approches d'intelligence artificielle. Et là, c'est un des premiers travaux qu'ils voient adaptés à la phénologie pour essayer de représenter la dormance des arbres. Et là, vous voyez les modèles un peu que nous, on utilise. Et là, les approches et comment ils essayent de découpler les deux. Là, une chose qu'ils font, une des formes de découplage, c'est qu'on utilise les modèles basés dans les processus pour générer des masses inimaginables de données qui servent d'entraînement pour l'intelligence artificielle. Et après, on essaie de voir si l'intelligence artificielle améliore notre capacité de prédiction. Voilà, c'est des choses qui commencent à se mettre. La dormance, je parle de la dormance depuis tout à l'heure, mais c'est des choses qu'on ne voit pas. Alors là, dans 3 mois, rappelez-vous, vous allez faire quelque chose avec délicatesse. Si vous avez des arbres, notamment des arbres fruitiers dans votre environnement, au mois de janvier, février, qui fera super froid, ici particulièrement, moi à Avignon un peu moins, vous coupez une branche et vous la mettez dans un verre avec de l'eau à côté de la fenêtre, juste pour qu'elle prenne le soleil et qu'elle soit un peu chaude. Et vous verrez que 2, 3, 4 semaines après, ces branches, elles vont faire des fleurs. En fait, elle va vous donner le signal de que finalement, la dormance a été élevée, qu'il y a eu déjà les froids, et que si vous ne voyez pas les fleurs dehors, c'est parce qu'il ne fait pas assez chaud. Mais vous allez pouvoir faire ça de façon à pouvoir vous rendre compte. Si vous faites un protocole expérimental un peu poussé, vous faites ça toutes les semaines, et donc vous allez voir plein de verres avec plein de branches à partir du mois de novembre, et vous allez voir qu'à un jour précis, il y a un changement. Toutes les branches jusqu'à une date, elles ne bougeront pas. Toutes les branches à partir de cette date, elles feront des fleurs. Donc je vous invite à les faire parce que c'est un exercice facile et ça vous permet de vous connecter avec ce qui est en train de se passer à l'extérieur et comment le climat est en train d'évoluer. Et enfin, les événements extrêmes, et ça c'est quelque chose qu'on commence à voir. Et là, je vous montre un travail sur lequel on est actuellement impliqué. Si vous regardez les dates, ça ne correspond à rien avec des choses qui devraient se passer. Par exemple, un coquelicot le 21 décembre, ce n'est pas trop sa date. Et des primevères, le 14 décembre, le nom le dit tout seul. Là, vous avez l'oriétan en fleurs. Et là, je vous mets le calendrier de floraison entre février et mai à peu près. Et là, c'était le mois de novembre. Et là, on a lancé avec les programmes de sciences participatives donc, une action pour pouvoir ça. Et on vient de publier un papier dans Scientific Reports sur le travail autour de comment ça nous questionne toutes ces anomalies qu'on commence à voir et que heureusement qu'on a les programmes de sciences participatives parce qu'ils nous permettent de récupérer ces données. Si vous scannez ces QR codes, ça vous permet d'arriver à cette page web où vous allez pouvoir, si vous voyez des choses qui sont atypiques, de pouvoir les intégrer. Et là, je vous montre juste de cet été des images qui montrent des sénescences violentes, notamment à droite, je ne sais pas si vous le voyez, juste à la droite, des sénescences d'arbres suite à la canicule. Donc, il y a des choses qu'en fait, on commence à voir et qu'on sait que, par exemple, une sénescence comme celle-là, elle peut générer une deuxième feuillaison, c'est-à-dire un débourrement, une émergence à nouveau des feuilles, parce que finalement, ça s'est produit de façon complètement inattendue et ça change complètement les cycles. Et ma dernière diapo, c'est celle-là. C'est que moi, je vous invite à contribuer. Alors là, je pense que vous reconnaissez, non? À peu près. Ça vous parle, ces deux captures d'écran là-haut? Donc, vous avez plein d'arbres. Plein d'arbres. Et là, notamment, j'ai regardé, il y en a plein d'espèces différentes dans l'allée. Donc, vous avez un programme qui s'appelle l'Observatoire des saisons. Nous serons heureux d'avoir des observateurs citoyens qui contribuent à nos observations, qui nous aident à mieux comprendre les différents environnements. Et même, on peut y aller un peu plus loin pour les profs et les enseignants de cette école. On peut même construire un jardin des saisons dans l'école, pourquoi pas, ce n'est pas très grand, et dans lequel, en fait, vous pouvez planter pour chaque période de l'année, chaque mois, une espèce un peu emblématique. Et en fait, vous allez pouvoir la voir, et en fait, vous ne restez pas longtemps, heureusement. Vous êtes en phase d'apprentissage. Mais vos données, si vous les notez, d'autres générations un peu plus tard pourront voir que peut-être les floraisons d'une telle espèce plantée dans tel endroit, elle aura avancé ou elle n'aura pas changé. Voilà, ça pourra servir de base pour plein de discussions et plein d'échanges. Je tiens à remercier tous mes collègues parce que je ne suis vraiment pas tout seul. Je tiens à remercier notamment cette collègue en particulier, Isabelle Schwinn, qui est à l'initiative de l'Observatoire des saisons, qui est co-autrice de cette présentation, avec laquelle je coordonne le réseau Tempo.
et qui a été une actrice majeure de toutes ces activités. Elle est toujours activité et elle continue à travailler sur ces questions et on collabore ensemble. Et donc sans elle, en fait, beaucoup des activités que l'on a réalisées jusqu'à maintenant, elles ne seraient pas là, quoi. Et je vous en remercie en tout cas de m'avoir écouté et me tiens disponible pour des questions si vous en voulez. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Il y a des courageux, c'est bien. C'est Pascal You, là? Oui, c'est Pascal You. Pour toutes les prévisions sur les cultures que vous faites, oui. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec les paysans et paysannes ou c'est uniquement une science qui vient des laboratoires? Est-ce qu'on travaille avec les paysans ou paysannes? Directement, je dirais honnêtement, non. Par contre, pour les projets dont j'ai parlé tout à l'heure, de la prédiction des stades phénologiques pour les fruitiers et la forêt, là, dans ces projets, concrètement, on a un comité d'utilisateurs où il y a des personnes, des conseillers qui travaillent dans des groupements agricoles qui sont en soutien, en conseil, en accompagnement des agriculteurs dans différentes filières à l'échelle française. Je voulais en fait, à notre échelle, côté INRAE souvent, on est vraiment en interaction plutôt avec le monde du développement et de la recherche appliquée, et plutôt que vraiment directement avec des agriculteurs, même si ça nous arrive d'avoir des collègues agriculteurs qui sont aussi chercheurs, des collègues dans les conseils qui sont aussi agriculteurs. Donc on va dire que ces informations s'échangent. Mais par contre, les gens ils sont très curieux de comprendre comment les choses ils changent. Mais il faut reconnaître qu'eux-mêmes, ils sont leurs premiers observateurs de ce qui se passe autour. Donc pour nous aussi, c'est très riche quand on échange avec eux. Mais ce n'est pas nos premiers interlocuteurs, mais ils sont impliqués indirectement. C'est tard, je comprends. En ce qui concerne la science, les sciences participatives, Oui. avec quel type de citoyens vous travaillez? En dehors, tout le monde sait que les associations sont souvent impliquées. Dans le cas de vignes, les producteurs, les vignobles sont impliqués. Est-ce que travaillez-vous avec des citoyens dans des localités qui vous fournissent des données et que vous travaillez ensemble? Et je reviens à la diapo parce que je suis passé peut-être un peu trop vite. Mais alors, déjà, effectivement, c'est bien de le mentionner, vous avez raison. Côté Observatoire des saisons, on travaille avec Tela Botanica, que c'est une association, c'est l'association des botanistes français. Et donc, c'est eux qui s'assurent, on va dire, l'animation de tous les projets, de tous les programmes des sciences participatives. Et là, concrètement, en fait, tous ces points que vous avez là, en fait, c'est des relais qu'on appelle, tous les points qui sont dans la carte, c'est des relais. C'est des associations locales, souvent des associations d'environnement. Parfois, c'est des écoles. C'est des écoles dans lesquelles ils ont un terrain de jeu, dans lequel il y a des arbres, donc ils vont faire de l'observation. Et donc, on est, là, pour les coups, on est vraiment en contact direct. Les citoyens, tout le monde a un accès direct à pouvoir nous envoyer des messages. Tous ces messages, ils sont regroupés par Tela Botanica dans ces émissions d'animation. Et nous, on est confrontés, en fait, on est sollicité pour répondre aux messages. Et après, on a des espaces d'échange directement avec les citoyens. Il y a des animations qui sont faites. Des fois, c'est des salons dans lesquels on va présenter les travaux qui sont faits par l'Observatoire des saisons. Des fois, c'est directement par des webinaires. Donc, non, l'interaction, elle est vraiment directe. Et j'étais à rappeler, à remarquer l'importance qu'ils ont eue dans cette question autour des anomalies des phénologies, que c'est vraiment par des questionnements de dire j'ai mon cerisier, les questions de base, c'est j'ai mon cerisier qui est en flore, j'y suis allé sur l'application, sur le site internet de l'Observatoire des saisons, il ne me laisse pas mettre une floraison en septembre. Il me dit que c'est faux. Mais moi, je vous jure que le cerisier, il est en flore. Et en fait, ça nous a obligés, et c'était très bien comme ça, de changer notre protocole d'observation, d'acquisition de données et de créer tout cet environnement pour essayer de capter ces anomalies qui passaient inaperçues, qui n'étaient pas tracées et tout ça. Donc non, les contacts, il est vraiment direct et aujourd'hui, c'est vraiment une source
nécessaire en fait pour nous au niveau de notre activité. En fait. Mais au niveau sciences et recherche participative, là, on est vraiment sur un domaine dans lequel on parle des données, mais il y en a plein d'autres domaines et plein d'autres types de sciences et recherche participative. Là, c'est un particulier. Nous, ce qu'on essaye, c'est de construire autant que possible les plus gros liens avec les citoyens qui participent et pas juste des producteurs de données, en fait. C'est pas ça notre objectif. Merci. Déjà, je vous remercie pour la présentation. J'avais une question sur, parce que là, on parle beaucoup des climats du coup français et européens. Quelles conséquences le changement climatique va avoir du coup sur les pays dits du Sud ou en voie de développement, ou même dans nos territoires d'outre-mer? Alors, on va dire que côté climat tempéré, on est à peu près sur les mêmes tendances. Là où ça se complique, c'est au niveau des tropiques. En fait, les variables environnementales qui pilotent les cycles de phénologie dans les tropiques, elles sont très différentes de ce que nous, on voit dans les climats tempérés et dans les climats qui vont vers la température, on va dire, même au-delà des tempérés. Là, je suis beaucoup moins spécialiste. Il y en a des changements. Il y a des changements, mais qui ne sont pas forcément toujours dus exclusivement au climat. Il y a aussi beaucoup de changements qui sont dus parfois à des pratiques, comme on peut voir aussi dans certains de nos systèmes. Mais je ne pourrais pas trop m'avancer parce que ce n'est vraiment pas trop mon domaine. Mais il y a des changements, il y a des communautés scientifiques qui sont mobilisées là-dessus et qui travaillent sur toute la zone d'Afrique tropicale, d'Amérique du Sud tropicale, et dans lesquelles il y a des études et des observations. Mais c'est vraiment un domaine assez particulier et assez différent de ce que nous, on arrive à faire dans les climats tempérés, en fait. Une dernière question avant de clore la séance. Du coup, j'en ai une, du coup. Bon, eh bien, merci encore. Il a une question, il a une question. Ah, il y en a une Bah oui, Ah oui, Laurent, bah oui, bien sûr. Je ne voyais pas de main levée. Alors. C'est normal, j'ai le micro déjà dans la main. Donc, ok, j'ai un figuier dans mon jardin, donc je vais le regarder tout le temps. Maintenant, pour le déclarer en fleurs, est-ce que je dois lui dire qu'il y a un laurier juste à côté? Ou c'est pas du tout important ce Oui, ok. Et du coup, alors, deuxième question. Pardon. Donc, le laurier, je serais capable de vous le dire. Par contre, je serais incapable de vous dire ce qu'il y a en dessous, notamment le système mycorhizien. Est-ce que ça a une influence sur... Alors, c'est très bien. Alors déjà, au niveau des sites internes, enfin, de ce qui est, par exemple, l'Observatoire des saisons, vous êtes vraiment accompagné pour essayer de caractériser au mieux votre environnement. Donc ça déjà, il y a un certain nombre de règles. Là, vous voyez, par exemple, vous savez, est-ce que vous êtes dans un forêt, jardin, champ. Voilà, ça, c'est des choses de base. Après, il y a des choses dans lesquelles, autant que vous pouvez, mettre l'information et nous la tracer, c'est l'idéal. Mais on est conscient que tout le monde n'est pas en capacité de faire ça et qu'ils ne peuvent pas avoir des connaissances de comment l'environnement, même les types de sols, des choses comme ça, ils peuvent être décrits. Je reviens à ce que j'ai dit. On sait qu'il y a d'autres facteurs qui jouent dans la phénologie, mais on sait pertinemment que la température, elle est vraiment les facteurs pilotes des changements. Donc effectivement, si peut-être on est en train de regarder deux arbres qui sont dans deux substrats très différents et qu'ils ne sont pas très loin l'un de l'autre, qu'on voit une différence, on va se questionner sur les types de sols, peut-être. Mais si on regarde l'individu et on voit ces séries temporelles, on va voir qu'en fait, lui, il aura un signal qui sera en lien avec ce qui se passe dans son environnement proche. Donc, on intègre ces incertitudes. On sait qu'on peut les caractériser, on essaie de les caractériser au mieux. Dans les espèces dans lesquelles on travaille, majoritairement, parce qu'on ne travaille pas non plus sur beaucoup d'espèces, il y a beaucoup d'espèces qu'on essaye de compiler des données par rapport à des écosystèmes, pour comprendre les écosystèmes dans son ensemble, mais sur celles qu'on travaille beaucoup, c'est un nombre assez réduit. Mais par contre, on se rend compte que toutes ces conditions différentes, on les voit. Moi, toutes les données que je vous ai montrées de la vigne, c'est des bases de données et c'est des travaux de modélisation qu'on a fait parfois avec des données qui venaient des 150, 200 sites différents, avec des sols très différents. Et par contre, quand on fait des travaux d'optimisation, des calibrations, des validations de modèles, aujourd'hui, en viticulture, on peut considérer qu'on est satisfait quand on a 3 jours, 4 jours d'erreur dans une simulation. Et en sachant qu'on doit intégrer l'erreur de l'observateur, l'erreur de l'environnement et l'erreur de toutes les données que l'on va mettre en tant que données d'entrée, la température et tout ça. Pour autant, on arrive à 3-4 jours d'erreur. Donc voilà, on sait qu'il y en a d'autres facteurs qui vont pouvoir jouer, mais on sait aussi que l'environnement climatique et la photopériode, quand on connaît l'espèce, c'est vraiment les principaux qui vont piloter le fonctionnement. D'accord, merci. Effectivement, 3 ou 4 jours, c'est
C'est raisonnable, sauf pour les cerisiers au Japon, où là, vous êtes prêt vraiment au jour près, sinon vous êtes renvoyé. C'est vrai. Attention à ça. Sur ce, merci. Donc, juste un dernier mot pour les élèves du DU, ceux qui n'ont pas encore signé la feuille de présence. Elle est en régie, n'hésitez pas à venir, sinon Fanny vous envoie un petit message. Faut dire que vous n'étiez pas là, ce qui est dommage. Et donc demain, le cours, c'est 13h en amphi de langue. Et normalement, le projecteur a été réparé, puisque le lendemain du cours, le directeur a fait un message et ça s'est très bien passé. Donc, à demain pour les élèves. Merci encore, Iñaki, Merci pour encore. ta présence. Merci à tous.